Salut à vous, chevaliers et moines errants. Vous entrez dans la 36e chambre du cinéphage. Un bazar étrange où on aime se perdre dans les méandres du cinéma asiatique. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de la 36e chambre du cinéphage où nous n'allons pas parler d'un film en particulier mais nous allons faire, comme il y a quelques mois, un épisode entre guillemets vrac où nous allons aborder certains de nos derniers visionnages qui nous paraissent assez intéressants. Et dans cette nouvelle émission, nous avons un nouveau membre dans l'équipe qui n'est autre que mon frangin Jonathan, a.k.a. le John. Alors salut Jonathan et salut Johan. Bonjour tout le monde. Alors, je vous remercie beaucoup tous les deux de m'avoir invité à participer à cette émission que j'écoute depuis le début. Donc, je suis ravi d'y participer, de pouvoir profiter de mon passage en métropole pour faire cet enregistrement. Eh bien, écoute, bonjour tout le monde et je suis très heureux que Jonathan nous ait rejoint pour cet épisode. Voilà, d'autant qu'il a apparemment pas mal de belles découvertes à nous faire découvrir. Et très content de retrouver tout le monde. Bah ouais, ça fait toujours plaisir, hein, d'autant plus que le dernier épisode commence à remonter. Voilà, pour diverses raisons, ça a été difficile de se réunir pour discuter de cinéma asiatique. Pour commencer cet épisode, nous allons demander à au nouveau membre de l'équipe, le John, de quel film aurais-tu envie de nous parler ? Alors, j'aurais envie de vous parler d'un film indien, et non pas un film Bollywood, mais un film qui vient de Tollywood, le cinéma Telugu, et contrairement à ce que beaucoup de nos auditeurs vont peut-être penser, je ne vais pas parler du magnifique RRR de SS Rajamouli, puisque beaucoup de monde ont déjà parlé de ce film. Mais pas assez. Pas assez, c'est vrai. Il faut faire la propagande de ce chef-d'œuvre, mais je voulais parler d'un film justement qui a eu une importance énorme dans le cinéma indien, dans le cinéma Telugu et même pour le cinéma de SS Rajamouli. Alors ce film, c'est un film de 1957 qui s'appelle Maya Bazar. Je voulais parler de ce film parce que je l'ai découvert récemment, grâce à l'excellent podcast Discordia, où justement il parlait de cette œuvre en présentant le cinéma de Rajamouli, ce qui a titillé ma curiosité et m'a poussé donc à découvrir ce film. Donc un film extrêmement intéressant. En fait, donc Maya Bazar, c'est comme j'ai dit un film de 1957 qui est réalisé par un réalisateur qui se nomme K.V. Reddy. En fait, K.V. c'est pour Kadiri Venkata Reddy, donc un des très grands réalisateurs classiques du cinéma Telugu. C'est un réalisateur qui a été acclamé en Inde, qui a gagné plusieurs prix, notamment 3 National Film Awards, qui sont l'équivalent indien des Oscars. Donc il a gagné 2 fois pour des films en Telugu et 1 fois pour un film en Canada. Effectivement, avant de rentrer dans le vif du sujet, Maya Bazar, c'est donc un film tourné en Telugu, parce que contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, le cinéma indien ne se cantonne pas au cinéma Bollywood. Le cinéma Bollywood, c'est le cinéma produit à Bombay, aujourd'hui Mumbai, donc en langue hindi. À côté de ça, notamment dans le sud du pays, on a tout un tas de cinéma local, régional, tourné dans d'autres langues que l'hindi. Donc on a le cinéma Telugu, celui qui nous intéresse aujourd'hui, qui vient plutôt de l'état de l'Andhra Pradesh et notamment autour de la ville d'Hyderabad. On a aussi le cinéma en tamil, qui vient plutôt là de la ville de Chennai dans l'état du Tamil Nadu. Mais on a d'autres langues, le Magalayana, le Kannada, là aussi plutôt le sud du pays. Maya Bazar, il fait partie de cette très vieille industrie, très grande industrie, qui est donc le cinéma Telugu, dont fait partie SS Rajamouli. Aujourd'hui, des réalisateurs comme SS Rajamouli, ou je n'ai plus le nom, celui qui a fait Vikram, Lokesh Kanagaraj, sont des cinéastes Telugu. Donc c'est un cinéma qui en plus tend à exploser aujourd'hui. Et donc pour revenir, K.V. Reddy, c'est vraiment un des grands réalisateurs Telugu classiques. Et le film, il a été réalisé dans le cadre d'un studio qui est le studio Vijaya Vankini Studio.
Et c'est intéressant parce que dans les années 50, ce studio était le plus grand studio cinéma d'Asie. C'est-à-dire qu'il était plus grand, plus important en termes de production que des studios que nous on connaît comme la Shaw Brothers ou la Toei. Hein, c'était vraiment un studio géant qui avait été fondé par deux légendes du cinéma indien, qui sont B. Nagi Reddy et Alluri Chakrapani. Mayabazar, il va marquer l'histoire du cinéma indien, d'abord parce qu'il va être la première production mythologique de ce studio. Parce qu'il faut savoir qu'en Inde, il y a eu toute une production que nous on connaît très mal, qui s'organise autour de la mythologie hindoue. Mayabazar participe totalement de ce style de cinéma. Donc on va voir apparaître les dieux hindous, notamment, généralement, Krishna et Vishnu, hein, puisque Krishna est un avatar de Vishnu. On est vraiment face à un cinéma assez méconnu en Occident, mais qui a une importance absolument énorme en Inde. Les acteurs qui vont jouer Krishna sont souvent des acteurs extrêmement populaires, presque considérés comme des demi-dieux parfois dans le pays. Il y a cette raison, on est sur une production mythologique, sur une histoire, on va le voir, extrêmement connue, extrêmement appréciée des Indiens, autour de personnages mythologiques qu'ils connaissent depuis toujours. Mais le film aussi, il va marquer, parce qu'il va quasiment être un classique dès sa sortie en 1957, d'abord par la qualité de son cast, puisqu'on va voir avec l'acteur qui interprète Krishna et va être l'acteur de référence dans ce rôle, mais aussi parce que ça va être une petite révolution technique. C'est-à-dire que technologiquement, c'est un film qui est assez impressionnant pour son époque, et surtout quand on prend en compte le pays d'où il vient. On est en 1957, ça fait 10 ans que l'Inde est indépendante, donc les systèmes de studio indiens, c'est quand même quelque chose d'assez neuf, même si les Britanniques avaient posé quelque chose dans la colonisation. Donc là, on est sur une cinématographie jeune, récente, et vraiment, le film, techniquement, que ce soit sur la réalisation, la photographie et les effets spéciaux, il est assez impressionnant. Et il va vraiment marquer aussi, grâce à cet aspect technique, bien sûr, la musique. Le cinéma telugu, comme le cinéma hindi, c'est un cinéma évidemment extrêmement musical, qui tourne autour de la danse. Ce film, Mayabazar, il va être tourné évidemment en telugu à la base, mais il va aussi être tourné une autre version en tamil. C'est-à-dire que le réalisateur, lorsqu'il fait le film, il va d'abord tourner une version telugu avec des acteurs exclusivement telugu, et il va tourner une autre version exactement la même, les mêmes plans, la même réalisation, mais une version tamil. Et c'est-à-dire que les acteurs principaux restent les mêmes, mais les acteurs plus secondaires sont changés par des acteurs parlant la langue tamile. Un peu comme Rajamouli a pu le faire sur Ega, par exemple. Oui, exactement. Exactement, c'est une tradition indienne, parce qu'il faut savoir qu'en Inde, beaucoup de films, avec ce système de cinéma régional, beaucoup de films ne sont pas doublés, et souvent donc ils sont retournés dans une autre langue. Là, par exemple, pour ce film-là, il y a la version telugu et tamil, et après un doublage en Canada. C'est vraiment, je trouve, passionnant de se plonger dans ce type de film, parce qu'au-delà de la qualité narrative, en termes de réalisation, là, c'est découvrir une façon de faire du cinéma qui nous est totalement inconnue. Alors, il me semble qu'il y a eu des choses comme ça qui se faisaient jusque dans les années 50. Oui, genre par exemple dans les années 30, la Universal qui avait tourné plusieurs versions de Dracula, dont une version en espagnol. Voilà, mais c'est quelque chose qui aujourd'hui dans le cinéma moderne n'existe plus, et je trouvais intéressant de voir cela. Je vais essayer de rentrer un peu dans le vif du sujet, parce qu'effectivement il y a énormément de choses à dire sur Mayabazar, avant de donc quand même présenter un peu ce que raconte l'histoire, et puis les acteurs aussi. Le film, je ne vais pas pouvoir vous le résumer, parce qu'il est irrésumable, surtout pour quelqu'un qui n'a pas baigné dans la mythologie hindoue. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il est adapté d'un conte telugu extrêmement célèbre qui s'appelle, alors pour ceux qui écouteraient notre podcast et qui parleraient telugu, je m'excuse pour ma prononciation, parce que ce n'est pas mon cas, je ne parle pas telugu. Donc c'est adapté d'un conte qui s'appelle Sasireka Parinayam. À l'époque, c'était déjà la 8e adaptation de ce conte, et ce conte Sasireka Parinayam, il est lui-même inspiré des légendes du Mahabharata. Alors le Mahabharata, c'est un peu plus connu, c'est la Bible, entre guillemets, de la religion hindouiste. C'est ce qui compte notamment la guerre mythologique de Kurukshetra entre les Kauravas et les princes Pandavas. Qu'on retrouve, cette guerre mythologique, elle est à la base même de l'histoire de Mayabazar. Donc,
on a ce conte extrêmement célèbre qui a été adapté énormément. Il était adapté notamment dans des théâtres d'ombre chinoise, aussi dans le théâtre traditionnel Yakskayana et aussi dans une forme de spectacle de danse classique qui s'appelle le Kuchipudi. C'est à la base quelque chose qui est très traditionnel, une histoire connue de tous. Et évidemment, ces formes d'art traditionnel, de théâtre traditionnel, de théâtre d'ombre chinoise, de ballet, évidemment, on le retrouvera dans l'ADN même du film. C'est un film de forain. Comme souvent, le cinéma telugu, c'est un film de forain, c'est un film de divertissement ultime, qui est là pour raconter de belles histoires, des contes aux foules. L'histoire, elle donc tourne autour de personnages mythologiques, évidemment Krishna, la déité suprême de la religion hindouiste, mais d'autres personnages, peut-être parmi les plus intéressants, le plus intéressant, Gatotchaka. Gatotchaka, c'est donc un demi-dieu. C'est un demi-dieu, et Kasha, là où il est intéressant, c'est que c'est un demi-dieu, mais c'est aussi un personnage qui est moitié demi-dieu, moitié démon, les démons qu'on appelait les Rakshasa, voilà, j'y arrivais. Et comme il est à moitié démon, il est magicien. Et évidemment, le grand plaisir de ce film, c'est évidemment tous les tours magiques de ce héros qui est Gatotkacha. Après, l'autre personnage intéressant qui apparaît, c'est Abhimanyu. Abhimanyu, c'est un des grands héros mythologiques de la religion hindoue. C'est un archer invincible. Donc, on pose quelque chose de totalement mythologique. On est sur un équivalent indien des légendes d'Hercule ou autre. Et le film ne déviera jamais de cette approche totalement mythologique. Par contre, petit conseil à ceux qui voudraient voir le film, on est sur la religion hindoue, quelque chose qu'on ne connaît pas énormément en Occident. Il y aura peut-être besoin des fois d'aller faire des petites recherches à côté pour bien comprendre tout ce qui se passe. Pourquoi ce film ? Moi, il m'a plu. Bon, déjà, j'étais intéressé parce que c'est une véritable référence pour Rajamouli. Et d'ailleurs, en visionnant le film, ça ne peut pas échapper. Par exemple, ce personnage dont je parlais, ce demi-dieu Gatotkacha, la façon dont il est habillé, dont il est présenté, Rajamouli le reprendra exactement de la même manière dans Yamadonga, où l'acteur principal, NTR Junior, est habillé exactement comme ce personnage. Donc il y a cet aspect-là, c'est un peu la Bible du cinéma telugu en fait. On voit les origines de tout ce qu'on va retrouver par la suite dans ce cinéma-là. Après aussi au niveau des acteurs, l'acteur principal, celui qui joue Krishna, et qui d'ailleurs jouera Krishna presque toute sa vie par la suite, c'est NTR Rama Rao. Donc NTR, et non pas NTR Junior. Ce n'est pas le NTR Junior que l'on voit dans les Rajamouli, notamment dans RRR, c'est le grand-père de NTR Junior. D'ailleurs, qui ressemble énormément à son petit-fils. Et c'est presque un demi-dieu du cinéma indien. Il a l'aura d'un Amitabh Bachchan. C'est un acteur. Et alors c'est vrai qu'il a une espèce de charisme tranquille. Il est une tranquillité, une force, une fausse placidité qui correspond tout à fait à l'image qu'on peut avoir du dieu Krishna. Comme son petit-fils aussi. Exactement, oui, il se rapproche en ça de son petit-fils. Et c'est intéressant de le voir jouer ce personnage qui lui collera à la peau, à tel point il sera tellement populaire qu'il deviendra pendant plusieurs années le chef ministère de l'État de l'Andhra Pradesh, parce que justement il était, pour les gens, il assimilait à Krishna en fait, il était extrêmement populaire. Chef ministère, c'est l'équivalent d'un gouverneur en fait. Il y a ces acteurs, donc on voit lui... il y a lui dans ce rôle, d'autres acteurs comme Samarla Venkata Rangarao, qui donc joue Gatotkacha, acteur aussi extrêmement célèbre de l'époque, extrêmement charismatique aussi d'ailleurs. Et puis une actrice, Savitri Ganesan, qui était une actrice qui pouvait jouer dans énormément de langues. Elle jouait en hindi, en tamil, en kannada, en Malayalam, etc. Et qui est aussi considérée peut-être comme une des plus grandes actrices du cinéma indien, si ce n'est la plus grande actrice du cinéma indien. Donc on a énormément de figures presque classiques du cinéma qui se rencontrent à ce moment-là, sachant qu'en plus le film a une telle aura que par exemple dans les années 2010, la chaîne de télévision CNN Ninjapol a même considéré ce film comme étant le plus important du cinéma indien de tous les temps. Même devant Sholay. Même devant Sholay. Ah ouais. Donc voilà, c'est pas un petit quelque chose. Alors,
le film, il est, donc j'ai dit c'est un film mythologique. Après, il ne faut pas s'attendre, ce n'est pas Bahubali. Hein. C'est pas Bahubali, ça reste surtout un film quand même assez léger, presque une comédie sentimentale par moment. Pour moi, ça m'a beaucoup fait penser par exemple à... je sais plus le mot. De qui? La pièce de Shakespeare. Songe d'une nuit d'été. Songe d'une nuit d'été, voilà. Ça m'a beaucoup fait penser à Songe d'une nuit d'été de William Shakespeare, dans un côté léger, sentimental. Mais malgré tout, on reste sur un film de fantasy, et notamment avec les scènes de magie qui sont assez impressionnantes pour l'époque et qui sont tout à fait enthousiasmantes. Et surtout, c'est un film qui est d'une beauté picturale totalement dingue. On retrouve dans ce film la flamboyance, le chatoiement des films Bollywood qu'on verra plus tard, hein, par exemple des films comme Devdas ou autre. Mais moi, ça m'a encore plus fait penser peut-être à la flamboyance des Shaw Brothers des années 60-70. Avec voilà, des décors un peu carton-pâte. Un studio, ouais, des décors en studio qui donnent un aspect totalement féerique. Et voilà, on est sur quelque chose d'absolument magique. Il y a plein de couleurs, il y a plein de décors, plein de costumes. On est sur quelque chose d'extrêmement luxueux et d'extrêmement beau. D'autant plus que c'est un film voilà, qui fait tellement partie du patrimoine indien que donc dans les années 2010, le film a été totalement remasterisé, aussi bien le son que l'image. Il a été même colorisé digitalement. Et la colorisation, même si c'est un procédé qu'on peut parfois condamner, qui est ambigu, ben là, c'est vrai que la colorisation, elle donne justement cette flamboyance à l'histoire. C'est-à-dire qu'on a l'impression effectivement de voir s'animer devant nous des décorations de temples hindous. Ayant pu avoir la chance de visiter les temples hindous durant mes voyages dans les Caraïbes, en Amérique du Sud, oui, étrangement, et ben, j'avais l'impression de voir ces choses que j'avais pu admirer dans les temples hindous s'animer devant mes yeux. Et là, la couleur, elle apporte vraiment quelque chose, sachant d'ailleurs que le film est tellement important en Inde que la remasterisation a été chère, hein, ça a coûté 7,5 crores. Alors le crore, c'est une unité numéraire qui n'existe qu'en Inde, et ça équivaut environ à 1,7 million de dollars. Donc c'est quand même une remasterisation assez chère. Ah ouais. Et le film est ressorti donc à l'époque en 2010 dans 45 cinémas de l'Uttar Pradesh et a été un succès. C'est-à-dire que même en 2010, les gens sont allés au cinéma voir ce film. Aujourd'hui, voilà, c'est un film qu'on peut trouver assez facilement sur Internet, en sachant que le film en version colorisée n'est pas entier. Parce que ça reste un film de 1957 avec des négatifs qui étaient assez abîmés, donc il manque environ 10 minutes. Il manque environ 10 minutes qui n'ont pas pu être masterisées. Et du coup, ça altère pas trop la compréhension quand même? Non, ça va? Non, parce qu'on est sur un film tellement fleuve avec énormément d'intrigues secondaires, de personnages qui se... En fait, c'est déjà bien plein comme un œuf, en fait. Hein. C'est vraiment un film... le coupez pas, quoi. Il faut le regarder d'une traite parce que sinon vous risquez de ne pas comprendre. D'être perdu. Hein. Ok. Et voilà. Bah, merci beaucoup pour ce retour sur Maya Bazar. En tout cas, un gros classique qui fait vraiment envie, que personnellement j'ai pas vu, mais que je compte voir très bientôt. Après Maya Bazar, nous allons aborder un film qui n'a absolument rien à voir, puisque je pense, si je ne me trompe pas, que Johan va nous parler d'un film chinois récent de 2019, réalisé par le fils de Eric Tsang. C'est bien ça, Johan ? C'est bien ça. Ben, en fait, ça s'appelle Better Day. Alors, je précise, j'en ai déjà parlé dans une review pour Furiosa que j'ai écrit il y a quelque temps, mais je tenais quand même à revenir dessus parce que c'est un film qui justement aurait mérité une bien meilleure distribution en salle, d'autant que sa genèse est aussi fascinante et aussi complexe que le résultat final. Alors pour faire très simple, donc ça remonte en fait en 2016 lorsqu'il y avait une auteure qui s'appelait Duke. Alors, pardonnez-moi ma prononciation du mandarin, qui s'appelle, et du chinois plus globalement, donc qui s'appelle Xu Xi, qui a publié donc sur un roman sur Internet qui s'appelait Invicious in Her Beauty, en fait, qui décrivait en fait sur une île imaginaire le harcèlement scolaire que subissait une jeune fille à l'approche
grand examen national. Alors donc le livre, il a attiré l'attention de la productrice Yue Chandri, qui avait produit Swordsman, je précise, et pas Sportsman, qui se tourne donc vers Derek Sang. Et alors bien évidemment, c'est le fils de Eric Sang. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas Eric Sang, c'est un acteur et réalisateur qui a été très populaire dans les années 80, notamment dans la comédie. Et en fait, c'était un des comparses qu'on voyait très souvent avec Jackie Chan, Sammo Hung et Yen Biao durant leur âge d'or. Pour vous donner un exemple, c'était lui le scénariste de Police Story, etc. Enfin, de nombreux, on le surnommait même l'homme de l'ombre de Jackie Chan, puisque c'était un de ses collaborateurs. C'est lui qui écrivait en partie les scripts de ses films, parfois même sans être crédité, enfin de ces grands classiques de l'âge d'or, Police Story, etc. Et pour vous donner l'importance du gars, lorsque Jackie Chan a eu son accident qui a failli lui coûter la vie sur le tournage de Mr. Dynamite, c'est Eric Sang qui a pris le relais pour la réalisation en attendant que Jackie Chan justement on va dire, récupère de ses blessures. Eric Sang a eu un fils, donc Derek, et qui en fait est devenu réalisateur après avoir fait des études de sociologie au Canada. Donc il se destinait, c'était un amoureux du cinéma dès son plus jeune âge. Il le dit lui-même, c'est le cinéma de Wong Kar-wai qui est à l'origine de son amour pour le cinéma. Mais avant de s'y mettre pleinement, il a beaucoup étudié la sociologie au Canada. Et donc en fait, il a réalisé quelques films. Et auparavant, qui sont, faut le dire, assez méconnus chez nous, même s'ils ont eu une diffusion dans les festivals, dans certains festivals, notamment dans les pays anglo-saxons. Lorsqu'arrive le sujet de ce qui va devenir Better Day, il accepte tout de suite la réalisation. Il va retrouver pas mal de collaboratrices de son précédent long-métrage qui s'appelait Soulmate. Donc c'est un trio de scénaristes qui s'appelle Wing Sum Lang, Yuan Lee et Yi Mengzu. Et en fait, il va aussi retrouver sa chef opératrice Jing Ping-yu. Et en fait, celle qui va tenir le rôle principal, c'est Dong Yu-soo. Qui a aussi, donc, il y a aussi un petit détail qui est assez important, c'est que il y a pour les besoins de justement des cascades, des chorégraphies et tout. Donc il a fait appel à Wi-Fi Wong, qui était un ancien disciple de Lu Chia-liang. Donc le fameux réalisateur, chorégraphe de nombreux classiques de la Shaw Brothers des années 80, notamment la Transcendence Chambre de Shaolin, Drunken Master 2, etc. Et donc en fait, pour rejoindre l'actrice principale, donc il y a Jackson Lee que vous avez peut-être vu dans The Battle of Lake Changjin, qu'il a fait juste après, et donc avec d'autres acteurs, dont un que j'avais vu, donc un interprète que j'avais vu notamment dans un film d'auteur à Cannes qui s'appelait Walking Past the Future et qui s'appelle Fang Yi, qui a toute une distribution assez hétéroclite. Et en fait, donc le tournage a eu lieu à Chongqing. Le film en fait va connaître pas mal de problèmes au moment de sa post-production, puisqu'il faut savoir que le film est une coproduction entre Hong Kong et la Chine continentale, et il va y avoir en fait on va dire une très longue bataille avec la censure de la Chine continentale, au point que le réalisateur va devoir couper plusieurs plans qui sont jugés violents, et notamment certaines scènes qui portent sur le travail de la mère de l'héroïne. Et il va devoir aussi modifier la fin en rajoutant un carton final louant les mérites du gouvernement chinois vis-à-vis des campagnes de prévention sur le harcèlement scolaire. Alors on pourrait dire qu'avec tous ces problèmes, le film va connaître un destin assez houleux. C'est tout l'inverse qui va se produire, parce que le film va, en dépit de ses coupes et de son retrait à la sélection à la Berlinale de 2019, et en plus il va avoir quasiment une absence de promotion au film, ça va devenir ce que nous on appellerait en Occident un sleeper, c'est-à-dire un succès surprise, puisqu'il va connaître un important succès via notamment le bouche à oreille, et ce qui fait que ça va devenir un gros succès au box-office local, au point qu'il était question, si je ne dis pas de bêtises, d'une nomination à l'Oscar du meilleur film étranger. Auquel cas, si ce n'est pas le cas, vous pouvez me le rappeler dans les commentaires, il n'y a aucun souci. Le long métrage d'Eric Sang, il a pris quelques libertés en fait avec l'histoire d'origine, puisqu'on suit cette fois-ci, effectivement, c'est toujours une lycéenne, mais cette fois-ci, elle est issue d'un milieu défavorisé justement dans la ville, de l'accès aux universités du pays. Elle doit préparer cet examen, et en fait, elle a assisté au suicide d'une de ses camarades, et donc elle est à son tour victime de harcèlement scolaire.
Et c'est alors qu'elle rencontre Chaibe, qui est un jeune voleur qui erre dans les rues, qui va changer la donne, dans le sens où ça va devenir un peu son protecteur. Alors, de par son sujet, on va dire que le film de Terek Sang, il a tout pour rejoindre en fait nos fictions hexagonales qui sont purement préventifs qui abordent le terme du harcèlement scolaire, que ce soit les téléfilms TF1 ou France 2. Cependant, on le dira jamais assez, c'est le traitement en fait du réalisateur qui va permettre au film de décoller, plus que son sujet justement. Donc c'est la principale force de Better Day, en fait, c'est d'épouser le point de vue de sa jeune protagoniste à travers une approche qui est immersive et qui mise en fait sur la caméra à l'épaule, les bascules de points ou encore le grand angle, et notamment il y a un gros travail sur le sound design, un peu à la, j'ai envie de dire un peu, ça va peut-être paraître un peu surprenant, mais un peu à la Sam Raimi ou Park Chan-wook, ce style de cinéaste là, où la caméra et les mouvements sont en fait, le son surligne l'état émotionnel des personnages à travers la caméra, justement pour que le spectateur subisse la même angoisse de Cheng Yan. Donc en fait, si tu veux, ce qui donne à l'écran des moments très anxiogènes, à la lisière du film d'horreur. Je pense même au film d'horreur un peu paranoïaque, un peu façon ce que pouvait faire justement Polanski, notamment sur des films comme Rosemary's Baby ou ce genre de film, notamment lorsque cette dernière elle est pourchassée dans son immeuble par le groupe de filles la harcelant. Et en fait, c'est une approche qui est d'autant plus payante. Le cinéaste, il utilise également ce parti pris pour représenter la pression subie par les élèves vis-à-vis de l'examen en question. Alors, il n'hésite pas à réemployer des figures héritées du cinéma de propagande, mais de manière, on va dire, notamment tout ce qui est Leni Riefenstahl, il y a vraiment des similitudes qu'on pourrait faire, afin de retranscrire la pression que subit Cheng Yan et les élèves, y compris les professeurs qui sont de plus en plus fanatisés. Alors ces derniers ayant que faire justement du suicide d'une élève et du harcèlement de l'héroïne. Alors je tiens à préciser, quand je dis tout ça, vous allez tout de suite penser à un truc un peu, à une approche un peu sarcastique, à la manière de ce que pouvait faire justement Paul Verhoeven sur Starship Troopers, mais notamment, mais c'est pas tout à fait c'est pas du tout la même approche frontale. C'est moins, on va dire, in your face, comme on pourrait dire. Ça joue beaucoup plus en fait sur des parallèles visuels qui sont au sein même de la narration visuelle en fait. C'est-à-dire que vous pouvez à la fois le voir, mais si vous n'y prêtez pas attention, vous pouvez ne pas y prêter attention si vous n'avez pas le regard attentif. C'est en ça que le film est en quelque sorte un film de franc-tireur à l'ancienne. Et pour vous dire, en fait, ça joue beaucoup sur la symétrie des cadres. Et ça se focalise notamment sur l'isolement de l'héroïne par rapport à la foule d'élèves qui est indistincte. Il y a tout un contraste qui se crée alors entre un visuel maniériste typique de ce qu'on appelle le réalisme magique dans le cinéma chinois contemporain et une violente critique sociale, voire politique, justement. Alors quand je disais en début que le réalisateur Terek Sang était justement un grand admirateur de Wong Kar-wai, et que c'est ce cinéaste-là qui est à l'origine de son amour du cinéma, c'est qu'en fait il va réinsuffler les figures de style qui ont été pas mal caricaturées ces dernières années par de nombreux cinéastes contemporains, pour leur redonner une dimension symbolique au service de la narration. C'est-à-dire qu'en fait, Chongqing, la ville où se déroule l'histoire, ça apparaît comme une espèce de ville tentaculaire écrasant les protagonistes à la manière de ce qu'on pouvait voir sur Hong Kong dans Les Anges déchus, et en fait que cherche à fuir Cheng Yan en réussissant son examen. Qu'elle voit que justement c'est d'ailleurs comme son unique chance de salut. Et par ailleurs, il y a un autre cinéaste, ou plutôt un chef opérateur auquel on peut beaucoup penser. C'est notamment lorsqu'il va... Alors, je ne vais pas spoiler bien évidemment le récit, mais disons qu'il y a pas mal de scènes d'interrogatoire qui utilisent ce qu'on appelle les douches de lumière. Et c'est très difficile de ne pas penser, je pense que c'est plus qu'évident que c'est une de ses inspirations, c'est le travail de Robert Richardson, donc, qui était l'ancien chef opérateur de Oliver Stone, puis de Martin Scorsese et aujourd'hui de Quentin Tarantino, qui était réputé justement pour ce procédé notamment. Plus généralement, en fait, la grande force du film, enfin de sa mise en scène, c'est de jouer ouvertement la carte de l'évocation afin d'extrapoler les sentiments des personnages, et où en fait c'est l'émotion qui prive avant tout.
D'où le parallèle que j'ai fait au début avec Sam Raimi ou Park Chan-wook justement. Et une émotion qui est rendue possible par justement les interprètes, parce que c'est vraiment eux qui portent aussi à bout de bras le film, notamment Dong Yoo-soo, qui est l'héroïne principale, qui interprète l'héroïne principale, et en fait donc elle joue avec beaucoup d'aisance sur divers registres qui vont du fleur de peau et avec qui est mise avec beaucoup de justesse pour retranscrire la pression psychologique qu'elle subit. Justement, au-delà de la violence psychologique et physique, que le cinéaste filme frontalement et sans compromis, l'intelligence du film, pour moi, c'est que c'est dans sa manière de retranscrire les mécanismes justement sociologiques de cette violence à travers le langage cinématographique, plutôt qu'avec un discours lourdement asséné. À tel point qu'en fait, pour faire simple, les origines du harcèlement que subit l'héroïne, ils sont plus à chercher du côté de la discrimination sociale à l'encontre de sa mère qui travaille illégalement pour subvenir à ses besoins. Et comme je disais, c'est extrêmement lié au passé aux études de sociologie qu'a fait justement le cinéaste. Loin de sombrer dans le misérabilisme, il y a également des passages qui sont beaucoup plus chaleureux entre Chen Yan et Xiai Bei. Et en fait, c'est justement on renoue aussi quelque part avec un certain cinéma des origines qui était d'ailleurs omniprésent dans le cinéma de Hong Kong des années 80-90, où en fait c'est le jeune délinquant issu d'un milieu défavorisé qui va redonner sa dignité à Chen. C'est un peu ce qu'on pouvait voir dans des films même du muet, c'est-à-dire style Les Lumières de la ville de Charlie Chaplin, etc. Et ce qui fait qu'en fait le film, il a un véritable contrepoint. C'est-à-dire qu'en fait, il n'est pas tout le temps dans une noirceur absolue. Il y a aussi des passages qui sont très lumineux et très chaleureux, justement. Et on pourrait même parler d'une certaine candeur. En fait, ça retrouve une forme de candeur et d'innocence perdue. Donc au final, en plus, il n'hésite pas à jouer justement avec des archétypes visuels très très forts, parce qu'il va reprendre justement le jeune couple accroché à l'un à l'autre sur la moto. Alors, c'est impossible de ne pas penser encore une fois aux Anges déchus de Wong Kar-wai, mais c'est vrai que l'imagerie, avec l'imagerie de l'évasion et tout, c'est carrément une image qui retourne à la source, qui est l'équipée sauvage de Laszlo Benedek avec Marlon Brando, justement, puisqu'il y avait justement cette scène iconique où justement tu avais Marlon Brando en jeune loupard qui prenait la fille qui cherchait à s'échapper de son quotidien et cette petite ville perdue au fin fond des États-Unis. Ça joue effectivement sur ce type d'imagerie. Donc cette réussite-là, justement, elle doit beaucoup aussi au traitement des personnages, parce que sur le papier, Xiai Bei, ça pourrait être une caricature de bad boy romantique, et en fait, il est traité comme l'égal de Chen Yan, jusque dans l'événement à l'origine de leur rencontre. Donc c'est en fait plus l'histoire de deux personnages brisés par la vie, dont le rapprochement va déboucher sur une histoire d'amour platonique. Donc il y a un dernier tiers au récit qui chamboule tout, et en fait on va avoir une accumulation de divers points de vue qui vont déboucher sur un twist que je vous ne spoilerai pas. Ça joue beaucoup sur le travail de similarité visuelle, ce qui fait que ça va plutôt inviter le spectateur à être questionné sur les agissements du duo, sans jugement, de morale ou quoi que ce soit, juste montrer la complexité de personnages humains. Et donc ce qui fait que ça touche à des problématiques qui au final deviennent assez universelles en fait, et qui ne trouveront probablement pas de réponse. Donc il y a un final très amer et mélancolique qui pour moi parachève la réussite de l'œuvre, et ce qui fait qu'on est à mi-chemin entre la critique sociale et politique, le récit initiatique sur la fin de l'adolescence, le mélodrame romantique, voire un soupçon de thriller et de film d'horreur. C'est là où c'est la marque pour moi d'un grand film, c'est-à-dire que même ce qu'a fait subir la censure au film, ça n'a pas réussi à tenir la réussite. Et donc voilà, donc c'est un film qui malheureusement n'est jamais sorti en France et nulle part. Et je tiens à remercier une chaîne YouTube qui me l'a fait découvrir par pur accident, qui s'appelait justement, alors tu vas rire parce que je t'ai tombé dessus, les voix de l'algorithme YouTube sont impénétrables, qui s'appelait Samel Drama. Je suis pas du tout fan de drama coréen, je tiens à le dire, mais c'est juste que c'était pendant le premier confinement, j'étais tombé sur c'était l'algorithme YouTube qui m'avait recommandé cette chaîne, et c'est marqué des films chinois à voir. J'ai regardé comme ça et puis commencé ce film, et j'ai vu qu'il avait eu aussi d'excellents retours, notamment à travers la chaîne YouTube La Maison du Cinéma Asiatique de Arnaud Lanuc, qu'on salue s'il nous écoute. Voilà.
Ok, bah merci beaucoup pour ce retour sur Better Days. D'ailleurs, je te remercie aussi de me l'avoir conseillé car grâce à toi, j'ai pu le voir et j'ai beaucoup apprécié ce film bah, pour les raisons que tu cites. Et c'est vrai que j'ai vraiment aimé la dimension très romanesque du film. C'est-à-dire que ce récit qui au début paraît assez classique et qui véhiculait beaucoup de gimmicks du genre film sur le harcèlement scolaire pour, au fur et à mesure, se déployer de façon très surprenante, jusqu'à, comme tu disais, un dernier tiers, bah, qui œuvre dans un genre assez différent de ce qu'on pouvait imaginer au début, et qui finit vraiment par retomber sur ses pattes. Voilà, je trouvais qu'il y avait vraiment un très beau souffle romanesque et effectivement des interprètes assez incroyables. Voilà, bah, c'est un super film et ouais, c'est chouette que tu en aies parlé car il le mérite amplement. Donc moi, de mon côté, on va faire beaucoup plus léger étant donné que je vais parler de deux films que je vais lier d'une certaine façon, vous comprendrez pourquoi. Alors le premier de ces films est une comédie hongkongaise de 1997 qui s'appelle Those Were the Days. Désolé pour la prononciation anglaise. Donc c'est réalisé par un certain Dick Shaw, un réalisateur de films d'exploitation qui a fait de la grosse catégorie 3. Je crois qu'il a fait du Chinese Torture Chamber Story 2, il me semble, mais j'en suis pas sûr. Soyons honnêtes, cet homme n'a rien réalisé de vraiment notable. Après, le film, il est écrit par contre par une figure beaucoup plus importante, on dira cinéma hongkongais, puisque le scénariste n'est nul autre que Wong Jing, le Luc Besson de Hong Kong. Et après, le casting du film réunit comme acteur principal, on a Dayo Wong, qui n'est clairement pas l'acteur hongkongais le plus réputé et qui lui aussi a une filmographie qui est, on dirait, qui est pas ouf, quoi. Et ensuite, dans le cast, nous avons un acteur comique que je trouve généralement assez irritant, qui se nomme Nathalie Chan, qu'on a pu voir dans certains films, dans des seconds rôles de certains films avec Stephen Chow. Il a aussi joué dans le 3e ou 4e Lucky Stars, Ghost Punting, film dans lequel il est très irritant d'ailleurs. Le casting est aussi constitué de Francis Ngue, je sais plus comment ça se prononce, donc désolé pour la France. Donc Francis Ngue, acteur qui a commencé dans des gros films d'action de catégorie 3 et qui ensuite s'est spécialisé dans le polar urbain, et on l'a vu donc dans de chouettes films de la Milky Way entre autres, et dans Full Alert, oui, effectivement, où oui. Ouais, dans Full Alert, il ferait chialer un mur, le bonhomme. C'est pas faux. Et le film aussi, nous avons la toute jeune Suchi, ou Shuki. Intéressant. Oui, oui, bien sûr. Si je parle de ce film, oui, qui a l'air, dit comme ça a l'air assez anecdotique, mais ça ne l'est pas du tout, étant donné que le héros de ce film, et je ne parle pas de l'acteur principal, mais bien du héros, le héros de ce film n'est nul autre que Wong Kar-wai. Je vais expliquer. En fait, Those Were the Days, ça raconte l'histoire d'un réalisateur branché à succès qui porte des lunettes noires et qui réalise donc des films un peu arty. Et ce réalisateur est convoqué pour participer à une remise de prix où il y aura donc lui et des vieilles gloires du cinéma cantonais des années 60. Et donc là a lieu la cérémonie, et donc le Wong Kar-wai s'avère être quelqu'un de, comment dire, excessivement prétentieux et puant, qui méprise totalement ceux qui ont fait le cinéma hongkongais, le cinéma cantonais des années 60, à moitié inculte, voilà, sans aucun respect. Le personnage, voilà, il est vraiment montré comme quelqu'un d'assez abject, passe son temps à regarder des VCD de catégorie 3 érotique, piratés. Et ce type, dans le film, suite à une intervention magique, il se retrouve plongé donc dans le Hong Kong des années 60. Et là, il apprend que pour pouvoir revenir dans les années 90, il doit réaliser 3 films. Et il faut absolument qu'un de ces 3 films plaise à au moins une personne. Sinon, il restera bloqué dans les années 60. Ah oui, j'ai oublié de préciser aussi que Wong Kar-wai a une némésis dans ce film, qui n'est autre que Wong Jing, puisqu'il y a des scènes où on les voit s'échanger des politesses durant la cérémonie, puis se retrouver dans les chiottes pour aller se taper dessus, quoi. Et donc voilà, Wong Kar-wai, dans les années 60, donc, doit réaliser 3 films. Et donc là, on part vraiment sur des films typiques du cinéma cantonais des années 60, mais réactualisés en mode parodie de Wong Kar-wai. Genre, par exemple, on a une sorte de Wong Fei-hung avec Kwan Tan-ing,
qui est aussi présenté comme une grosse ordure dans le film. Enfin, je pense que Wong Jing avait des problèmes à régler avec cet homme, hein, qui est une légende du cinéma hongkongais, puisque pour recontextualiser, Quan Tan Ing, c'est Wong Fei-hung. C'est vraiment l'acteur qui a le plus souvent interprété Wong Fei-hung, qui a été le premier à interpréter donc Wong Fei-hung dès 1949, et qui est une véritable légende du cinéma martial. Et là, donc, on a des parodies de Wong Fei-hung avec Quan Tan Ing, un peu filmé en step printing, les effets un peu de ralenti, saccadé, accéléré qu'on a dans Les Cendres du Temps. On a aussi des films de la Rose Noire, donc la fameuse héroïne pop masquée des années 60 qui là, pareil, sont, si je me souviens bien, réalisés un peu à la façon de films de Wong Kar-wai comme Nos Années Sauvages, tout ça. On a aussi bizarrement une parodie de Jurassic Park, oui, allez comprendre, parce que le film a été tourné en 97, et en 97 il y avait aussi Le Monde Perdu, donc Wong Jing il s'est dit autant ratisser large, et donc dans l'histoire, Wong Kar-wai il arrive donc dans les années 60 avec sa collection de VCD, et il a un VCD de Jurassic Park. Et donc, ils montrent ça aux gens, et donc, ils font des films avec des dinosaures, mais avec les effets spéciaux de l'époque. Enfin, ça n'a pas grand-chose à voir avec le discours du film, mais ça y est quand même. Oui, tu voulais dire quelque chose, John ? Oui, enfin, je suis assez fasciné par la possibilité de voir un Jurassic Park version cantonaise. Déjà des années 90, ça me fascine. Si en plus avec les effets spéciaux des studios des années 60, j'arrive pas à imaginer, je pense que ça doit être assez magique quand même. Pas tant que ça en fait, parce que le film est quand même assez décevant, assez poussif et rarement drôle. Et c'est vrai que la façon dont je le décris, on pourrait se dire que c'est amusant, mais en fait, les idées sont plus marrantes en fait, voilà, sur le papier qu'à l'écran, hein, la plupart du temps. C'est quand même un film qui fait pchit la plupart du temps, mais c'est vraiment intéressant là par rapport au côté Wong Jing qui règle plus ou moins ses comptes avec certains auteurs ou acteurs, tout en vantant les mérites du cinéma hongkongais, cantonais des années 60. Et donc dans l'histoire, donc Wong Kar-wai tourne ses films qui ne soulèvent pas les foules, mais par contre, il y a un petit garçon âgé d'à peine une dizaine d'années qui voit les films de Wong Kar-wai et ça le bouleverse littéralement. Et ça lui donne même envie de consacrer toute sa vie au cinéma. Et là, mais vraiment twist de fou, le petit garçon en question n'est autre que Wong Jing. Et donc on apprend... oui. Et donc on apprend en fait que c'est Wong Kar-wai qui a voyagé dans le temps dans les années 60, qui a fait des films, et ce sont ces films-là qui ont donné envie à Wong Jing de faire du cinéma. Et bien sûr, après, à la fin, Wong Kar-wai arrive à revenir dans les années 90, a pris l'humilité, tout ça, en travaillant donc avec artisans des années 60, et finalement, la cérémonie a lieu, et là, Wong Kar-wai se révèle quelqu'un de très respectueux, et tout est bien qui finit bien, grosso modo. Oui. Alors, moi, c'est un film qui me fascine depuis longtemps, que j'ai pas eu l'occasion de voir. Parce que je me souviens j'avais vu une chronique de ce film dans l'excellente revue HK Vidéo, où il faisait justement un compte rendu, eux aussi étant totalement, on peut dire, atterrés de voir Wong Jing régler ses comptes de manière aussi virulente avec Wong Kar-wai. Alors, ce qui me fait sourire, c'est donc... Tu dis que dans le film, Wong Kar-wai fait une adaptation de La Rose Noire. C'est d'autant plus drôle qu'il me semble que dans les années 80 ou 90, Wong Kar-wai avait scénarisé une adaptation de La Rose Noire qui avait été réalisée par son comparse Jeff Lowe, si je ne me trompe pas. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et d'ailleurs, cette adaptation de La Rose Noire... on va vite fait la mentionner puisque ça va faire un lien sur le film que je vais aborder juste après. Oui, tu voulais dire ? Et puis bon, sinon, le Wong Kar-wai avec ses VCD de jeunes filles dénudées, c'est quand même beaucoup Wong Jing, ça. Mais oui. Mais oui, parce que Wong Jing, c'était quand même entre la comédie débile et les 4-3 un peu coquinous. Oui, c'est vrai. Enfin bref. Par contre, c'est marrant parce que l'histoire me fait penser à on dirait presque le Christmas Carol, un conte de Noël de Charles Dickens. L'idée justement que c'est un mec égoïste, machin, qui remonte dans le temps au lieu des 3 époques, au lieu d'avoir le fantôme du passé, présent et futur, c'est remplacé par les 3 films, etc. Enfin, ça me fait, je sais pas pourquoi, ça me fait penser à ça, une sorte de version déviante en fait de Charles Dickens en fait. Et connaissant Wong Jing, ça doit vraiment être une version déviante de Charles Dickens.
pas tant que ça en fait. C'est pour ça que c'est un peu décevant. Voilà. Et donc, là, ce qui est amusant, c'est de voir un peu le portrait que Wong Jing donne de Wong Kar-wai, alors que, comme mon frère le disait à l'instant, Wong Kar-wai a toujours été connu comme étant finalement un très grand connaisseur du cinéma cantonais classique, à un tel point que, pour le répéter, il a scénarisé en 1992, il me semble, un film basé sur le personnage de la Rose Noire et réalisé par Jeff Lowe. Parce que Jeff Lowe, donc réalisateur spécialiste de la comédie ultra loufoque, on dira, et qui est avec Wong Kar-wai à la tête de la boîte de production Jet Tone. Et les deux ont souvent travaillé ensemble, notamment sur le film dont je vais vous parler, qui est Eagle Shooting Heroes, qui montre aussi que Wong Kar-wai est un grand amateur de cinéma cantonais classique. Alors, Eagle Shooting Heroes, c'est un film qui a une histoire, une genèse très particulière, étant donné que, donc comme son titre l'indique, il s'agit d'une adaptation du roman fleuve feuilletonesque Eagle Shooting Heroes de Jin Yong, donc qui est une histoire tout simplement irrésumable, un roman de chevalerie chinoise avec énormément de chassés-croisés amoureux, de recherche d'artefacts, etc. Et ce roman, Wong Kar-wai en a réalisé en 1993 93 ou 14, je sais plus, mais on a réalisé une version très très libre qui se nomme Les Cendres du Temps. Car voilà, Les Cendres du Temps est basé sur le roman Eagle Shooting Heroes. Et Les Cendres du Temps, c'est un film qui a bénéficié d'un budget énorme pour le Hong Kong de l'époque. Un budget tellement énorme que Wong Kar-wai savait très bien que, vu les velléités un peu arty et expérimentales de son film, ce serait difficile de rentrer dans ses frais. Ce serait difficile de faire un film rentable avec ça. Et donc, avec Jeff Lowe, ils ont eu l'idée de produire un autre film basé sur Eagle Shooting Heroes la même année, avec le même casting, le même chorégraphe. Par contre, tourné avec un tout petit budget qui sortirait à peu près en même temps que Les Cendres du Temps, et qui permettrait, grâce à son succès quasiment assuré, de recouvrir au cas où Les Cendres du Temps soient un échec commercial. Et donc là arrive ce film Eagle Shooting Heroes, et ce qui est amusant, c'est de comparer vraiment les deux films, étant donné que, comme je le disais, ils ont le même casting, c'est-à-dire un casting mais vraiment royal, avec quasiment toutes les plus grandes vedettes, en tout cas avec un grand panel de stars hongkongaises de l'époque. Donc on a Tony Leung Chiu-wai, on a Tony Leung Kar-fai, on a Karina Low, Leslie Cheung, Jackie Cheung, Maggie Cheung aussi. Si j'en oublie, il y a aussi Joey Wong, qui par contre, elle était dans Les Cendres du Temps, mais a été coupée au montage. Par contre, elle est présente dans Eagle Shooting Hero. On a aussi Charlie Young, donc qui jouait Chucking Toy dans The Lovers de Tsui Hark. Donc voilà, ce casting énorme. Et ce qui est fascinant, c'est que là, ils font tous les guignols comme c'est pas permis. Et vraiment, la particularité de ce film, c'est, comme je disais, de comparer avec Ashes of Time. C'est-à-dire que Les Cendres du Temps, c'est un film qui a un côté extrêmement mélancolique, assez contemplatif par moments, et avec un ton, je veux dire, ultra sérieux, et aussi un aspect visuel qui cherche, même si c'est un film avec des super pouvoirs, etc., c'est un film qui cherche vraiment le réalisme, c'est-à-dire tourné en décor naturel, avec des costumes qui font vraiment user. On n'est pas du tout dans le style film tourné en studio. C'est même tout l'inverse. Même Ashes of Time, sur cet aspect-là, il pourrait même préfigurer The Blade de Tsui Hark sur sa direction artistique. Alors que Eagle Shooting Heroes, c'est tout l'inverse. Eagle Shooting Heroes, c'est un film qui débite des absurdités du début à la fin, avec un ton toujours extrêmement déconnant. Et visuellement, c'est aussi tout l'inverse. C'est-à-dire, c'est un film dans lequel les costumes sont de couleurs très 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 vives, ne paraissent absolument pas réalistes ou naturels. Pareil, les décors, c'est des décors qui font presque attraction de fête foraine. Je veux dire, voilà, ça sent le carton-pâte avec des couleurs de partout. Donc c'est vraiment, on peut difficilement trouver plus opposé en termes de direction artistique et de choix esthétiques que ces deux films qui pourtant sont jumeaux. Et donc Jeff Lowe oblige.
Eagle Shooting Heroes, c'est un film qui a marqué beaucoup d'amateurs de cinéma hongkongais par rapport à sa folie et au fait qu'il s'autorise les gags les plus énormes sans jamais reprendre sa respiration. À titre d'exemple, on peut mentionner une séquence qui, à peu près 25 ans avant, préfigure Tenet de Christopher Nolan, c'est-à-dire toute une séquence d'action qui se déroule avec le temps inversé en fait. Mais sauf que là, c'est pas du Nolan dans le sens où ça se prend pas du tout au sérieux. C'est-à-dire que par exemple, on a Tony Leung Carfai qui est en train de pisser à ce moment-là. Et donc, tu as Charlie Young qui envoie un super pouvoir, et là, donc, le temps se déroule dans le sens inverse, et donc, tu as la piste de l'autre qui remonte dans son urètre, il comprend pas ce qui se passe, et tu as tout plein de situations débiles qui ont lieu au même moment. Enfin, voilà, c'est de l'humour cantonné bien gras, hein. ça me fait pas mal marrer. Pareil, tu as aussi, à un moment, toute une séquence de combat qui est tournée au ralenti. Je me suis trompé en disant tourner au ralenti. C'est toute une séquence de combat qui est jouée au ralenti. Et c'est là le gag. C'est-à-dire qu'on voit vraiment les acteurs qui galèrent à faire leurs mouvements au ralenti, qui ne bougent pas tous à la même vitesse, tout ça. Enfin, c'est assez hilarant. Enfin, faut le voir pour le croire, ce truc. Pareil, tu as des séquences aussi avec Tony Leung Chiu-wai qui joue le rôle du grand méchant et qui progressivement dans le film se transforme en homme canard. Je veux dire, ou alors aussi toute une séquence de cache-cache entre les héros et des monstres dans une grotte. Donc les monstres, c'est un mec en costume de gorille, un mec en costume de dinosaure et un mec en costume d'oiseau. Et donc tu as une espèce de séquence de cache-cache où les héros essayent de récupérer en fait une sorte d'artefact magique, mais en fait il s'avère que c'est les chiottes des monstres et les monstres veulent récupérer leurs chiottes. Tout ça, c'est complètement débile, mais c'est bien fait. Enfin, ceci dit, ça a beau être cheap, mais tu sens qu'il y a un vrai travail dans le timing comique. Les acteurs, voilà, sont totalement en roue libre. On voit que ce sont des acteurs professionnels et qui mettent de leur personne, hein, vraiment. En ce qui concerne la réalisation et le découpage, voilà, c'est plein d'idées, c'est très efficace. Enfin, pour moi, c'est vraiment ce qui fait la différence entre souvent les productions Wong Jing et les films de Jeff Lowe. C'est-à-dire que dans le genre grosse comédie cantonaise bien débile, autant les Wong Jing, j'ai l'impression de voir des trucs un peu improvisés, faits à la va-vite, enfin des films qui peuvent être marrants si on est déviant, mais quand même, voilà, qui sont pas vraiment des œuvres de qualité, alors que Jeff Lowe, on voit qu'il y a un cinéaste derrière. Et c'est vraiment très, je veux dire, voilà, c'est très bien rythmé. Les séquences d'action, par exemple, sont assez excellentes. Alors donc, elles sont chorégraphiées par Sammo Hung. Et là, Sammo Hung, il part un peu en mode Shin Soo-tung, c'est-à-dire combat aérien où ça touche rarement le sol, ça va hyper vite, ça virevolte dans tous les sens, ça balance des gros super pouvoirs, mais avec plus d'impact en fait, peut-être un côté, une physicalité plus affirmée que Shin Soo-tung. C'est-à-dire que Shin Soo-tung, il y a ce côté où des fois ça fait tellement dense qu'on a l'impression que les personnages se touchent à peine. Alors que là, comme d'habitude, chez Sammo Hung, une patate, c'est une patate, quoi, je veux dire. Et je trouve que, même si j'adore Shin Soo-tung, qu'il a fait de très grands films, j'aurais tendance à penser que Sammo Hung, des fois, il fait un peu du Shin Soo-tung en mieux. Enfin, mais après, c'est aussi parce que je suis un gros fanboy de Sammo. Oui, pour revenir, moi, c'est un film que j'ai vu il y a une seule fois, il y a de très nombreuses années. Mais effectivement, je me rappelle d'un film totalement délirant, vraiment un tempo comique épuisant. Vraiment, voilà, c'est un film où on n'arrête pas de rire et avec une énergie, une véritable énergie, quoi. C'est un beau souvenir cinéma. Et pour revenir sur Jeff Lowe, en fait, j'ai l'impression que ce côté totalement absurde, guignol qu'il y avait dans Eagle Shooting Heroes, opposé à la mélancolie de Ashes of Time, j'ai l'impression que Jeff Lowe, en fait, il va réussir à faire un mix des deux, un mélange des deux, dans ce qui pour moi est son chef-d'œuvre, hein, Chinese Odyssey avec Stephen Chow, où on va vraiment retrouver l'humour totalement guignolo, mais à la fin une véritable mélancolie. Et c'est d'autant plus flagrant pour moi qu'en plus, il réutilise la musique de Frankie Chan, c'est ça, hein, oui, de Frankie Chan pour Ashes of Time. Donc il y a quelque chose quoi, qui se construit. Et puis sinon, je voulais juste rebondir dans la phase où tu parlais tout à l'heure, quand tu parlais du film de Wong Jing, de Quantak Ing, pour ceux de nos auditeurs hein, qui seraient intéressés par ce cinéma plus ancien, cantonais, certains Wong Fei-hung avec Quantak Ing sont disponibles sur YouTube. Alors pour les curieux, hein, je conseille de regarder, c'est vraiment un cinéma, c'est presque le cinéma hongkongais primitif. Donc ça peut être intéressant pour les vrais fans.
Oui, oui, tout à fait. Et après, si vous voulez voir du Kwon Tak-ing plus moderne et accessible, il y a les films de Yuen Woo-ping de la fin des années 70, comme The Magnificent Butcher, avec Sammo Hung, ou Tigre Blanc, Dreadnought, avec Yuen Biao, qui sont deux films dans lesquels Kwon Tak-ing interprète aussi Wong Fei-young et livre des performances martiales totalement dingues, surtout étant donné quand même l'âge qu'il avait lorsque ces films ont été réalisés. John, tu vas continuer sur ta lancée et parler d'un autre film, si tu veux bien. Oui, alors on va quitter un peu le cinéma hongkongais, Wong Kar-wai et Wong Jing, pour s'intéresser à l'animation japonaise. Et alors sur un film tout à fait récent qui est sorti sur Netflix, puisque Netflix a décidé d'investir l'animation japonaise. Donc, notamment par des séries animées, notamment Castlevania, qui a une excellente réputation, je n'ai pas encore pu voir. On a vu là ces dernières semaines qu'ils investissaient même certains classiques des années 90 pour plaire justement à ce public trentenaire, voire quadragénaire qui a grandi avec l'animation japonaise des années 90. Je pense notamment à leur adaptation là, en série du Bastard de Kazushi Hagiwara ou leur reprise du Spriggan d'Hiroshi Takashige et Ryoji Minagawa. Spriggan qui était plutôt connu dans les années 90 pour son adaptation par Hirotsugu Kawasaki, en fait adaptation qui avait été largement chapeautée par Katsuhiro Otomo. Bon, un film plutôt sympathique mais pas non plus majeur. Et donc voilà, depuis quelques années on voit l'envie de Netflix d'investir cette animation japonaise qui est effectivement énormément à la mode, qui est un véritable phénomène de société. J'ai pu le constater à mon arrivée en métropole lorsque je me suis retrouvé dans un RERB totalement saturé de jeunes personnes habillées en cosplay pour aller à la Japan Expo. Moi, arrivant de mon petit territoire d'Amérique du Sud, j'avais l'impression de me retrouver dans un animé géant d'un coup. C'était plutôt un choc. Et donc, c'est là... Je vais parler donc d'un film produit par Netflix, alors distribué par Netflix plutôt, il me semble, qui donc pour surfer sur cet engouement de la Japanime, et donc c'est Bubble de Tetsuro Araki. Alors Tetsuro Araki, il est connu surtout pour deux séries qu'il a réalisées qui sont Death Note et L'Attaque des Titans. Avant ça, il avait fait d'autres choses, notamment, moi je me rappelais de lui parce qu'il avait participé à la réalisation de certains épisodes de Black Lagoon. Black Lagoon étant une de mes séries animées cultes, qui avait été série qui était dirigée par un de mes réalisateurs chouchous d'aujourd'hui, qui est Sunao Katabushi, qui a fait notamment ces dernières années le magnifique dans un coin de ce monde. Oui, magnifique, ouais. Donc voilà, Tetsuro Araki, lui c'est plutôt vraiment connu pour Death Note et Attaque des Titans. D'ailleurs, désolé de te couper, mais il y a un autre film de ce réalisateur qui est dispo sur Netflix, qui est Cabaneri, qui est basé donc sur une série qu'il a réalisée, qui est une sorte de, on va dire, Snowpiercer avec des zombies, enfin pour résumer très grossièrement, et qui est bien sympathique. Et donc Araki, là, il s'entoure de beau monde pour faire son Bubble, puisqu'il s'allie avec Wit Studio, donc qui était justement le studio responsable de l'Attaque des Titans, et surtout, moi, une de mes séries préférées de ces dernières années en animation japonaise, qui est l'excellente adaptation du non moins excellent manga Vinland Saga de Makoto Yukimura. Donc si vous avez l'occasion de le voir, c'est justement disponible sur Netflix aussi maintenant, donc se jeter dessus, c'est absolument génial. Et donc, pour cela, il va travailler avec le scénariste Gen Urobuchi, pareil, qui est un vieux briscard, qui a signé pas mal de choses très intéressantes, la série Psychopath, mais surtout l'excellente trilogie Puella Magi Madoka d'Akiyuki Shingo. Ouais, c'est un chef-d'œuvre. Qui est vraiment cette trilogie absolument effarante. Le dessinateur, cara designer, pareil, il est allé chercher une légende qui est Takeshi Obata. C'est notamment le cara designer derrière Hikaru no Go et Death Note, et qui est même suffisamment important pour avoir été le mentor de Nobuhiro Watsuki, donc le créateur de Kenshin. Donc que du beau monde pour une histoire assez simple, puisqu'en fait Bubble, c'est dans une espèce de futur post-apocalyptique, mais un futur post-apocalyptique tranquille. Un peu genre l'apocalypse à la fin de Pogno sur la falaise de Miyazaki. Donc en fait, l'apocalypse dans le film, c'est que la ville de Tokyo est submergée de bulles qui renferment Tokyo dans une bulle géante. Donc c'est juste Tokyo, le reste du Japon, le reste du monde continue à vivre normalement, mais Tokyo est dans cette espèce de bulle avec plein de petites bulles d'eau partout. Et donc là, on suit un groupe de gamins
qui surfent de bulle en bulle et qui font des paris sportifs sur qui fait du parcours entre les bulles au milieu de l'architecture de Tokyo. Alors évidemment, il y a d'autres choses. Il y a un personnage mystérieux qui apparaît, une jeune fille qui se lie d'amitié avec la bande. Enfin bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Le film est mineur. On est loin, c'est pas un chef-d'œuvre, mais il est très sympathique. D'abord pour cet univers féerique, quasiment de bulles partout, de villes qui devient presque aquatique, et puis surtout par la vivacité de l'animation. C'est-à-dire que les scènes de ride, des personnages d'immeuble en immeuble, de bulle en bulle, sont d'une vivacité, d'une énergie dingue. C'est même d'ailleurs dommage de découvrir le film sur un écran de télévision, tant son côté spectaculaire aurait été parfait sur un grand écran. Il y a vraiment une énergie complètement dingue. D'ailleurs, le film, il vaut essentiellement pour ça. Étant donné qu'il est plutôt généreux sur ces scènes, voilà, on en prend plein les yeux tout le temps. En plus, c'est très beau, l'animation est très belle. Les décors, le chara-design des personnages est très soigné. L'histoire n'est pas beaucoup plus passionnante que ça, mais il y a cette fraîcheur. Il y a cette fraîcheur de manga, des fois, moi, d'animation japonaise qui me fait du bien. C'est-à-dire que, évidemment, j'adore l'animation japonaise depuis très longtemps, depuis les années 90, en fait. Je suis plongé dans l'animation japonaise. Alors, autant je suis content de voir des chefs-d'œuvre comme ceux de Miyazaki, Takahata, Oshii, etc., Osoda, mais des fois, ça fait du bien de voir ces petites œuvres mineures qui ont vraiment, oui, c'est encore une fois cette fraîcheur. Moi, je le comparais à des films comme Origin de Keiichi Sugiyama ou Patema Inverted de Yasuhiro Yoshihara. C'est-à-dire des films originaux qui nous emmènent pendant 1h30, vont nous amener dans un monde qu'on n'a jamais vu. C'est une pause bienvenue dans notre vie de tous les jours et qu'on retrouve, c'est vraiment dans l'animation japonaise, cette faculté à avoir des pitchs originaux, jamais vus, et qui tiennent leur pitch en fait. Ils tiennent leur pitch et ils nous proposent un spectacle des plus agréables. Donc vraiment, si vous avez envie de voir quelque chose de sympa, de frais, je vous conseille vraiment de voir ce Bubble qui est tout à fait honorable. Merci beaucoup pour ce retour sur ce petit film auquel je jetterai un œil aussi, bien sûr, étant donné que le travail de Tetsuro Araki me plaît bien jusqu'à présent. Et donc nous allons passer à un tout autre registre avec le film dont Johan va nous parler incessamment sous peu. Oui, alors le film dont je vais parler maintenant, c'est un film japonais des années 1972 qui s'appelle Wanderin Ginza Butterfly. Et donc c'est un tout petit film réalisé par Kazuhiko Yamaguchi, qui était, pour faire très simple, un de ces nombreux faiseurs artisans du cinéma japonais des années 60-70, qui œuvrait notamment pour la Toei, qui a fait notamment des films d'action, des mélanges des genres, comme il y en avait pas mal. C'est ce qu'on pourrait justement, c'est comme je disais, quelqu'un qu'on pourrait qualifier de bon artisan. C'est notamment le réalisateur d'un film très sympathique avec Sonny Chiba qui s'appelle Wolf Guy, qui a fait des films sur les délinquants Girl Boss, de la série Délinquants Girl Boss, qui a fait Sister Street Fighter notamment. Donc c'est voilà des petits, voilà, on va dire c'est le parfait faiseur des bonnes petites séries B du samedi soir, telles qu'il y en avait beaucoup à une époque, et notamment lui s'était spécialisé notamment dans tout ce qui était action et, comme je disais, mélange des genres. Wandering Ginza Butterfly, il est un tout petit peu à part, en tout cas parmi ceux que j'ai vus, parce que c'est de sa filmographie, parce qu'en fait c'est un film qui se déroule certes dans l'univers des Yakuza, qui était très à la mode à l'époque dans le cinéma japonais, mais on va dire que c'est un film de Yakuza matiné de drame social en fait. Le scénario, donc il l'a coécrit avec Isao Matsumoto, qui est donc ni plus ni moins que le scénariste de la première adaptation live Golgo 13 avec justement Sonny Chiba. Et il a écrit un film que j'aime énormément de Norifumi Suzuki qui s'appelle Shaolin Karaté, avec justement Sonny Chiba. Et d'ailleurs, je le rapprocherai un peu de Wandering Ginza Butterfly,
pas pour l'intrigue, mais plutôt pour, on va dire, d'un point de vue plus thématique. Mais j'expliquerai peut-être après pourquoi. Et en fait, donc c'est un film qui a la particularité d'avoir en vedette la célèbre Meiko Kaji, la fameuse star et icône du cinéma d'exploitation japonais des années 70. D'ailleurs, c'est un film qui fait partie, on va dire, du corpus d'œuvres qui ont fait d'elle une gigastar sur l'archipel du Japon, au même titre que les Stray Cat Road, la série des Femmes Scorpions, les Snowblood, etc. Mais il a une petite particularité, ce film, donc, qui a été tourné en 1972, au moment où elle tournait justement ces films-là, c'est qu'il est, on va dire, le plus sobre. Quelque part. Sobre, c'est pas forcément péjoratif ou même positif, c'est juste que c'est le plus, on va dire, voilà, le terme exact, c'est que c'est le plus introspectif qu'elle a fait. C'est un film qui rentre totalement, enfin dire, dans sa thématique actorale. Alors, de quoi ça parle, Wandering Design Butterfly? En fait, ça raconte justement l'histoire de Meiko Kaji, qui est une chef de Bozoku. Alors, Bozoku, pour faire très très simple, c'était une sous-culture japonaise de la jeunesse qui était associée aux motos personnalisées. Pour faire très simple, c'était les gangs de motards qui sont apparus dans les années 50 et dans les années 60, notamment, ça a accumulé. Et justement, comme on sait, Meiko Kaji a joué une de ces Bozoku déjà auparavant dans la série des Stray Cat Road. Le film Wandering Design Butterfly raconte justement l'histoire de Meiko Kaji qui incarne Nami, qui est une chef de Bozoku, se retrouve en prison pendant 3 ans pour avoir tué un haut représentant des Yakuza en fait. Et donc après elle a purgé sa peine et en fait elle va vivre chez son oncle qui tient une salle de billard. Elle décide d'être une hôtesse à Jinzai, donc le fameux quartier, où en fait elle va justement essayer de chercher à se venger de cet affront. C'est ce qu'on croit au départ. Et c'est justement la particularité de ce film, c'est que l'élément déterminant, c'est qu'il y a un autre Yakuza qui s'appelle Owada qui tente de prendre le contrôle du bar. Et en fait, elle va chercher moins à se venger qu'à redorer son honneur et à réapporter la dignité aux personnes qu'elle a blessées, notamment une femme et son enfant, etc. On est au mi-chemin entre le film de Yakuza, assez sobre, faut le dire, hein, c'est pas du tout ce qu'on pourrait avoir notamment chez Kinji Fukasaku à la même époque, dans les combats sans code d'honneur ou le cimetière de ça n'a rien à voir, c'est beaucoup plus calme, il n'y a quasiment pas d'effusion de sang, on est plus vraiment dans un drame. Et même si à la fin il y a effectivement une scène d'action dont j'en parlerai un peu plus tard, sans spoiler, c'est plus l'histoire, on va dire, d'une femme qui va chercher à retrouver sa dignité et son honneur en fait. Et c'est ce qui m'a beaucoup plu, puisque le film s'attarde justement sur cette avancée, sur ce cheminement psychologique, et en fait elle va justement apparaître comme une héroïne sociale. Le film est, bien que étant dans les codes du cinéma d'exploitation de l'époque, reste un film assez sobre, assez dramatique, et où en fait justement ça passe vraiment par une prise de conscience. C'est peut-être des films que j'ai vus avec elle le plus introspectif, et c'est ce qui en fait sa grande force. C'est un film qui a un côté très humaniste, on va dire, dans son travail des personnages, dans l'attention portée justement aux détails, etc. Notamment aux petites scènes, parce que ça joue beaucoup sur des petites scènes, des petits détails. Notamment ses relations avec un enfant, une femme et tout, qu'elle va aider à retrouver leur honneur, etc. Ça joue beaucoup dessus. Et en fait, c'est un pur film qui rentre dans ces thématiques actorales, puisqu'il y a le côté social, il y a le côté le rapport à la condition féminine de l'époque. Et en plus, on retrouve en fait tout ce qui est... C'est un peu un pont, je dirais, entre dans ces thématiques actorales entre Stray Cat Rock et la femme Scorpion pour le côté vengeance et le côté Lady Snowblood, puisque elle va justement jusqu'à prendre le fameux kimono qu'elle portera quelques mois après dans le film dans l'année suivante dans le chef-d'œuvre Lady Snowblood. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que c'est un film qui est une étonnante modernité, puisque c'est la scène clé du film, c'est une scène de billard qui est filmée entièrement de son point de vue. Ça va être, alors, pardonnez l'expression un peu moderne, mais elle est totalement appropriée pour ce film-là. C'est que c'est carrément une femme qui va affronter le regard masculin, notamment à travers cette scène de billard, qui est très inspirée, parce que ça c'est une particularité de Yamaguchi, il aimait bien mettre, tout le moins dans les films que j'ai vus, des clins d'œil aux films qui s'inspiraient. Par exemple dans Wolf Guy,
lors de la première fight avec Sonny Chiba dans les rues, il y a une affiche de Bullet avec Steve McQueen à l'arrière-plan. Et là, bon, scène de billard oblige, il met la fameuse photo de Paul Newman dans L'Arnaqueur, le grand classique de Robert Hossein. D'ailleurs, qui justement à la base n'est pas tellement un film parce que je l'ai découvert après coup, justement, c'est pas tellement un film de sport, c'est un drame social. Matinée de l'univers dans l'univers du billard. Donc toute la scène en question est filmée du point de vue de l'héroïne, et c'est un vrai petit morceau de bravoure qui d'ailleurs annonce pas mal, je trouve, 2 œuvres qui sont L'Impasse, la fameuse scène de billard de L'Impasse de Brian De Palma. Et d'ailleurs, c'est assez hallucinant parce qu'il y a le fameux plan iconique de la queue de billard qui passe dans le reflet des lunettes de soleil. Elle y est déjà dans ce film-là. Pas filmée également de la même manière, pas avec la même valeur de plan, mais l'idée est là. On va suivre en fait la manière dont elle va éviter justement tous les pièges qui se tendent à elle, notamment les reflets de lumière, etc., les coups basses, notamment les coups bas que font ses adversaires. Et ça c'est assez virtuose de ce point de vue-là. Ça annonce aussi, sans doute faire rire les auditeurs, mais c'est impossible de ne pas penser aux parties d'échecs qu'on va retrouver bien des décennies plus tard dans le jeu de la dame de Scott Frank, où justement Scott Frank va se focaliser entièrement sur le regard de Anya Taylor-Joy, comme Kazuo Yamaguchi va se focaliser entièrement sur le regard de Meiko Kaji, la manière dont elle va détourner tous les adversaires qui sont en face d'elle. Ça joue exactement sur la même idée en fait. C'est le regard qui devient une arme par rapport à elle, et à la fois comme pour essayer on va dire, de détourner une certaine forme de domination sociale. Et encore une fois, tout par l'image, jamais par le dialogue. Et c'est un film qui, mine de rien, est le film quelque part le plus lumineux de sa période film, on va dire, grand classique du cinéma d'exploitation. C'est un peu celui qui est le plus lumineux pour du cinéma d'exploitation des japonais. Parce que la fin du film, c'est pas un happy end, c'est pas non plus un final très sombre, mais c'est quand même pas non plus un happy end. Et j'ai appris qu'il y a eu une suite qui a été tournée dans la foulée, où c'est Hit, puisque c'est Hit, tu vois, il y a Pacino, De Niro, et ben là dans la suite il y a carrément Sonny Chiba, c'est la première grande rencontre avant Combat sans code d'honneur 2, la première grande rencontre entre Sonny Chiba et Meiko Kaji, donc, mais qui incarne, d'après ce que j'ai compris, qui joue justement sur les rôles iconiques qu'ils ont pu faire. Je voulais le voir, j'aurais adoré le regarder et tout. Malheureusement, il n'existe aucun sous-titre anglais, à ma connaissance, sur ce film-là. Donc j'en profite pour envoyer un petit message à celles et ceux qui nous écouteraient. Si vous trouvez des sous-titres anglais pour Wandering Jedi Butterfly 2, ça me ferait très plaisir, parce que le premier, c'est vraiment un de mes petits coups de cœur de cette année, même si encore une fois c'est un film qui n'a aucune prétention, justement, comme ce que j'aime beaucoup, c'est Kazuo Yamaguchi, c'est qu'il n'y a aucune prétention quelconque, mais c'est du film d'artisan bien fait. Et c'est un petit film qui paye pas de mine au premier abord, mais c'est un beau portrait de femme. C'est un petit film humaniste, quelque part. Le terme peut paraître un peu pompeux, mais je le trouve justement pas inadéquat vis-à-vis du sujet. Et en plus, si vous avez aimé les scènes de confrontation sportive, comme je disais, la scène de billard dans l'Impasse, si vous voulez voir une sorte d'ancêtre de ça, je vous le recommande vivement. Et si justement vous avez surkiffé les parties d'échecs dans le jeu de la dame, la manière dont Scott Frank se focalisait sur la perception qu'avait son protagoniste vis-à-vis de ses adversaires, et avec la dimension sociale qui en est, vous pouvez justement jetez-vous dessus, ça devrait vous plaire. Voilà. Ok, merci pour cette recommandation. Et là, la façon dont tu décris le film, notamment par le côté film de Yakuza, avec une dimension assez humaniste, chevaleresque, avec cet aspect lumineux qui finalement pouvait contraster avec ce qu'on voyait dans le Jitsuroku, les films de Yakuza nihilistes de Fukasaku à la même époque, tout ça, j'ai été obligé de penser à la série des Lady Yakuza qui ont été faits à la toute fin des années 60, tout début des années 70, donc une poignée d'années avant ce Wandering Ginza Butterfly, et je me demande si le film dont tu parlais n'est pas d'une certaine façon un des derniers représentants de cette forme de Ninkyo Eiga, donc un film de Yakuza chevaleresque avec une dimension plus humaniste qu'on verra ensuite. En tout cas, ça a l'air très intéressant. Et sinon, comme tu parlais d'icône absolue de cinéma populaire asiatique via Meiko Kaji,
je me suis rendu compte que j'avais oublié de mentionner une des actrices principales de Eagle Shooting Heroes et aussi de Ashes of Time, qui est Brigitte Lin, aussi connue sous le nom de Lin Shinxia, qui était donc l'icône absolue du film de sabre fantasy aérien des années 90. Il fallait quand même que je répare cette erreur parce que c'est quand même un oubli de taille. Et donc de mon côté, je vais continuer donc sur du cinéma hongkongais et encore un film lié à Sammo Hung. Parce qu'il y a de la monomanie dans l'air, hein, faut avouer. Et le film en question est un film qui est sorti récemment, il y a quelques semaines, chez l'éditeur Eureka, car Eureka ont sorti 2 films mettant en vedette Yuen Biao, donc en Blu-ray. Et les 2 films en question sont Tigre Blanc, connu sous le titre de Dreadnought, donc qui a été mentionné un peu plus tôt dans l'émission, donc réalisé par Yuen Woo-ping, qui est une kung-fu comédie matinée de giallo et qui est génialissime. Franchement, c'est top, Dreadnought, hein, faut le voir. Et l'autre film qu'ils ont sorti avec Yuen Biao est Knockabout, qui était sorti en France chez HK Vidéo il y a une quinzaine d'années sous le titre de Le Maître Intrépide. Knockabout, c'est très intéressant car il s'agit ni plus ni moins du premier film offrant le premier rôle à Yuen Biao. C'est-à-dire que Yuen Biao, on l'avait vu donc durant toutes les années 70 comme cascadeur ou alors dans des seconds rôles, mais il n'avait jamais été en tête d'affiche. Et là, pour Knockabout, Sammo Hung lui a offert le premier rôle. Donc c'est un film que Sammo Hung a réalisé en 1979. Il me semble que c'est son 5e film, que juste après Le Moine d'Acier, Warriors 2, Hunter the Fat Dragon, donc non, peut-être plus son 4e film. Bon, c'est à vérifier. Et ce qui est très intéressant, c'est que pour ce film, il a un peu repensé sa façon de chorégraphier. Justement, ils en parlent dans le livret présent dans l'édition Eureka. C'est-à-dire que, par exemple, dans les précédents films de Sammo Hung, comme Warriors 2 par exemple, chaque personnage se battait avec un style de kung-fu assez distinct. C'est-à-dire, par exemple, du Wing Chun. Alors que pour Knockabout, Sammo Hung a décidé pour le personnage de Yuen Biao, afin de mettre en valeur ses incroyables compétences martiales, Sammo Hung a décidé de faire une sorte de mix de différentes techniques, en fait, de différents styles de kung-fu, afin de mettre en valeur, comme je disais, les capacités acrobatiques de Yuen Biao. À l'écran, c'est hallucinant. C'est-à-dire, dans ce film, on a l'impression que Yuen Biao, il vole sans avoir besoin de câbles. Il y a des moments où tu le vois durant un combat virevolter de table en table, mais tu as l'impression que le mec, il touche pas le sol. Ou pareil, il y a aussi toute une séquence d'entraînement avec une corde à sauter, pareil, qui est totalement dingue, avec en plus un payoff à la fin qui reprend cette idée, mais avec des ronces. Faut le voir, enfin, c'est vraiment très très impressionnant. Et aussi, une des caractéristiques de ce film, c'est qu'il s'inscrit dans les codes de la kung-fu comédie de l'époque, mais en la vrillant un peu de l'intérieur sur 2-3 aspects. C'est-à-dire que si les héros de kung-fu comédie de l'époque n'étaient jamais des personnages totalement blancs, totalement positifs, on pensera par exemple à Jackie Chan dans Drunken Master qui joue le rôle d'un jeune Wong Fei-hung turbulent et qui peut être même assez pénible par moments. Là, Sammo Hung radicalise totalement le truc en faisant du duo de héros, donc 2 frères qui sont interprétés par Yuen Biao et l'excellent Leung Kar-yan, qu'on verra l'année suivante chez Sammo Hung dans The Victim, où il livrera une performance martiale absolument incroyable. Et donc ces 2 personnages sont clairement montrés comme des petits arnaqueurs, des petits brigands minables qui vivent de coups fourrés, enfin qui essayent de vivre de coups fourrés, car systématiquement leurs coups fourrés sont des échecs, puisque c'est quand même deux bras cassés. Sur ça, c'est intéressant, car c'est vrai que les héros du film sont pas forcément évidents à apprécier au début, même s'il y a quand même un sens de la comédie qui fait qu'on les a dans la poche parce qu'ils sont drôles, même s'ils sont minables, ils sont drôles. Et l'autre façon un peu de vriller le genre de l'intérieur, c'est dans la relation au maître. C'est difficile d'en parler sans dévoiler un twist, mais en milieu de film, il y a un retournement qui redistribue totalement les cartes dans le rapport entre les élèves et le maître, qui est même quelque chose, je pense, qui pouvait sembler même assez choquant dans le film de kung-fu traditionnel où généralement la relation maître-élève est quelque chose d'assez immuable avec une hiérarchie très très rigide. Et là, quand on voit ce qu'ils font du maître dans celui-ci, c'est assez surprenant. J'ai pas envie de griller le twist,
parce que même si on finit par le comprendre peu avant sa révélation, c'est quand même chouette de découvrir ça lorsqu'on regarde le film pour la première fois. Et aussi, donc le film Knockabout, il vaut le coup, ne serait-ce que pour la mise en scène de Sammo Hung, avec toujours ce découpage de l'action qui est d'une fluidité et d'une lisibilité exemplaire, avec toujours plein de petites idées de mise en scène ultra ludiques. Par exemple, dans les entrées de champ, genre à un moment, tu as une séquence de baston où tu as deux personnages qui sont en train de se battre dans le cadre, et puis d'un seul coup, on voit des types en fait qui sont balancés comme ça au premier plan, et donc on découvre qu'il y a un combat qui se déroule hors champ. Enfin, il y a plein de petites idées comme ça qui sont super marrantes, et il y a aussi les chorégraphies qui débordent d'inventivité, qui sont très généreuses et très nombreuses, parce qu'il y a à peu près un bon combat de qualité toutes les 10 minutes. Je pense par exemple à une séquence de combat où Lung Karian et Yuen Biao essayent d'affronter un personnage mystérieux interprété par Sammo Hung, et Sammo Hung, en fait, il les affronte sans les toucher, c'est-à-dire il les affronte en faisant de manière à ce que Yuen Biao et Lung Karian se mettent sur la tronche mutuellement. C'est-à-dire ils guident les coups de l'un vers l'autre systématiquement. Et la façon dont c'est fait, c'est très très drôle. Donc le film vraiment déborde d'idées dans ce sens-là. Et aussi, si vous êtes anglophone, de le regarder sur l'édition Eureka, parce que donc c'est un transfert remasterisé en 2K et qui rend vraiment justice au travail visuel du film. C'est-à-dire on voit que c'est plein de couleurs, la photographie est très jolie, et ça prouve une fois de plus quand même que les films de Sammo Hung étaient le haut du panier des films de kung-fu de l'époque en termes de mise en scène, de direction artistique, de photos. Par exemple, à titre de comparaison, il y a quelques jours, j'ai eu l'occasion de voir La Fureur du Dragon de Bruce Lee en salle, et même si je prends toujours un plaisir énorme à regarder ce film, c'est vrai que les filles, en termes de photos, de mise en scène, des fois c'est assez pauvre, genre avec beaucoup de plans qui sont flous, alors que les films de Sammo Hung, vraiment, c'est du très bel ouvrage, quoi. C'est vraiment très très joli à regarder. Donc je pense que Jonathan voudrait peut-être rebondir dessus. Oui, parce que je l'ai revu, moi je l'ai découvert, en fait, c'est la première fois que je le voyais, donc je l'ai vu en même temps que toi. Oui, je suis entièrement d'accord sur tout ce qui est dit. C'est un film qui est extrêmement vif, qui est extrêmement inventif, qui est soigné, avec un tempo comique absolument imparable, que ce soit d'ailleurs le tempo comique au début sur l'arnaque et après évidemment un tempo burlesque qui est fou, et dans lequel on commence déjà à retrouver, tu disais que Sammo Hung, il était au départ, il faisait quelque chose de martialement très pur, et là, il va commencer à mélanger. Et c'est presque le début de ce Sammo qu'on aime, ce Sammo presque impur, où il mélange des choses avec des ruptures de ton complètement dingues. Et puis, Yuen Biao, c'est l'explosion de Yuen Biao. Quelques années après, Sammo Hung, il va réaliser ce qui, pour moi, est son chef-d'œuvre ultime du cinéma de kung-fu, qui est Prodigal Son. Et où là, Yuen Biao sera presque jamais aussi meilleur. Enfin, incroyable. Et d'ailleurs, dans Prodigal Son, ce que je disais sur la déconstruction des codes, Prodigal Son, c'est encore l'étape supérieure, je trouve, notamment avec cette fin que je ne révélerai pas, mais qui était totalement inédite dans un film de kung-fu. Et c'est aussi intéressant ce que tu disais sur le mélange de techniques, parce qu'il ne faut pas oublier que 1 ou 2 ans après Knockabout, Sammo Hung a réalisé un film dont on a fait un podcast dessus, qui est L'Exorciste chinois, et qui, pour le coup, dans le genre mélanger différents styles de kung-fu afin de proposer quelque chose de totalement inédit, ça va très loin, puisque c'est un film qui incluait le sanda, la boxe spirituelle, pour créer littéralement un nouveau genre. Et pour revenir sur le twist dont tu parlais, pareil, je ne vais pas le révéler, mais il est tout à fait crédible et surprenant. Enfin, pour avoir vu The Victim il n'y a pas longtemps, The Victim est incroyable. Par contre, d'un point de vue scénario, ça se tient plus ou moins bien par moment. Ouais, mais c'est pas grave. Oui, c'est pas grave, c'est très fun. Mais là, celui-là, il se tient. Et aussi pour ce que tu disais, la comparaison avec d'autres films de kung-fu très respectables, mais où on voit une vraie différence en termes de mise en scène. Ces derniers temps, pour ma part, avant de venir en métropole, j'ai revu Hapkido et La Fureur de Vaincre. Oui. Il y a La Fureur de Vaincre par Loei, on est vraiment à 1000 années-lumière du film de Sammo Hung en termes de mise en scène. Hapkido, c'est déjà mieux, parce que justement Sammo Hung était derrière pour reprendre les choses en main. Mais là, effectivement, on regarde Knockabout, on regarde Hapkido, on regarde La Fureur de Vaincre,
il y a une différence énorme qui fait que oui, on voit un grand cinéaste. Il y a un grand cinéaste à la barre de Knockabout. Et une dernière chose aussi qui est intéressante pour Knockabout, c'est que finalement, dans ce film, il y a un des personnages principaux qui est interprété par Lau Kar-wing. Et Lau Kar-wing n'est nul autre que le frère de Liu Xiaoliang, donc de Lau Kar-leung. Et c'est un artiste martial incroyable, car tout comme Lau Kar-leung, il s'agit tout de même d'un artiste martial qui est dans la lignée directe du légendaire Wong Fei-hung, le vrai. Puisque, si je ne me trompe pas, il me semble que le maître de Liu Xiaoliang et de Lau Kar-wing n'est autre que Lin Shirong. Non, que en fait le maître du père de Lau Kar-wing et Liu Xiaoliang, si je me trompe pas, ça vérifier, n'est autre que Lin Shirong. Et Lin Shirong, donc, qui est le boucher, qui est interprété par Ken Sheng dans Il était une fois en Chine, et qui était aussi interprété par Sammo Hung dans Magnificent Butcher, le héros magnifique de Yuen Woo-ping, dont on parlait il y a quelques minutes aussi. Oui, il me semble que c'est avoir lu ça, que cette filiation martiale avec Lin Shirong. Oui, voilà. Après, je sais pas si c'est le père, le grand-père, tout ça, mais en tout cas, ils sont liés à Lin Shirong et donc Wong Fei-hung. Je pense qu'on va continuer avec du bon vieux HK qui envoie de la tatane, puisque je crois que Johan voudrait nous parler d'un petit classique des années 80. Je me permets juste un truc. Je voulais, dans Wandering, de l'influence, des liens avec Shaolin Karaté, j'ai oublié de l'évoquer. Est-ce que c'est possible que je case une phrase? Oui. Et j'évoquais aussi les liens avec Shaolin Karaté, parce que c'était le même scénariste, donc qui avait coécrit le Wandering the Butterfly. C'est parce qu'en fait, bien que Shaolin Karaté est un biopic, il y a toujours cette idée de même histoire de personnes qui vont réapporter leur dignité à des personnes dans le besoin, en fait. Et c'est vrai qu'effectivement, le film de Kazuo Yamaguchi rejoint le film de Norifumi Suzuki sur ce point-là. Et c'est ce qui rend le film très attachant aussi. Après, j'imagine que le film de Yamaguchi est moins hardcore que le Suzuki, dans lequel je me souviens, Sonichiba arrache des pénis à main nue et les donne à bouffer aux chiens. En fait, c'est-à-dire que c'est beaucoup, comme je disais, même par rapport à, par exemple, Sister Street Fighter ou même Wolfguy, là, c'est vraiment son film le plus sobre. C'est, comme je disais, c'est vraiment son film le plus sobre. Mais il y a ce souci d'artisanat qui fait sa qualité aussi. Eh ben, écoute, on va plus ou moins parler d'une actrice qui revient sur le devant de la scène ces derniers temps, puisqu'on va parler de Michelle Yeoh, notamment d'un de ses classiques qu'elle a tourné dans les années 80. Alors, pour restituer, pour ceux qui ne la connaîtraient pas encore, même si bon, je pense qu'ils sont peu nombreux, puisque même le grand public le grand public à l'heure actuelle la connaît, ne serait-ce que pour l'avoir vue encore aujourd'hui dans des productions genre Star Trek Discovery ou les productions Marvel, etc., comme Les Gardiens de la Galaxie 2 ou plus récemment Shang-Chi. Mais avant toute chose, ça reste pour les fans de cinéma de Hong Kong une actrice hors pair. C'est-à-dire qu'à la base, c'est une ex-Miss Malaisie de 1983, qui en fait a été repérée justement par une compagnie par Dixon Poon, qui est devenue après son mari, mais qui était donc le fondateur d'une petite compagnie de films de production qui s'appelait la DB Film, qui en fait a lancé sa carrière, puisqu'elle a été l'héroïne de In the Line of Duty, donc aka le sens du devoir, qui a donné lieu à plusieurs épisodes dans lesquels elle n'est pas dans tous les épisodes, mais c'est en partie ce film-là qui l'a fait connaître, avec notamment Yes Madame, avec Cynthia Rothrock. Et pour la petite anecdote, dans le premier volet du Sens du devoir, son collègue n'est autre que Hiroyuki Sanada, autre acteur légendaire du cinéma japonais, élève de Sonichiba, comme Michelle Yeoh, tout le monde connaît, sans forcément connaître le nom, puisque encore aujourd'hui, il est à l'affiche de grosses productions, de gros blockbusters, aussi bien Avengers Endgame que Army of the Dead, etc. Mais pour Mortal Kombat, d'ailleurs, et qui est d'ailleurs la seule bonne scène du film. Mais pour beaucoup, ça restera l'énorme interprète, l'élève de Sonichiba, et également un des acteurs récurrents, notamment des Shambara grand public, des films de Fukasaku, et aussi l'interprète principal de Rin de Hideo Nakata. Bon, un très 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 grand acteur, mais on en reparlera peut-être un autre
peut-être sans doute dans un futur épisode. Pour en venir à Michelle Yeoh, c'est cette franchise de films et ses collaborations avec la DEB Film qui vont en faire d'elle une superstar du cinéma d'action au tournant, donc dans les années 80, la seconde moitié des années 80. Et le pinacle de tout ça, c'est Magnificent Warrior, aka La légende des héros en France, qui date de 1987. Et ça fait partie de ces films qui ont été tournés dans la foulée du succès mondial des Indiana Jones de Steven Spielberg. Et en fait, on pourrait résumer très grossièrement que c'est un petit peu sa franchise, son Armor of Gold, donc son Mr. Dynamite à elle en fait. Alors avec une différence, c'est que donc elle interprète le rôle de Ming Ming, qui est une mercenaire de son état, qui est envoyée par son grand-père et les autorités chinoises dans un village convoité par les Japonais, et plus particulièrement le général Toga, pendant la Seconde Guerre mondiale. Et sur place, elle va s'allier avec un agent pour sauver le leader local qui s'appelle Yudalo. Elle va trouver, en fait, on va dire, un coéquipier, mais en même temps, elle va avoir des soucis avec un gars qui est joué notamment par Richard Ng, la fameuse star comique de Hong Kong de l'époque, et qu'on avait pu voir notamment dans les Lucky Stars, etc. Il faut replacer le film quand même dans son contexte, parce que c'est un film qui a été réalisé par un certain David Chun, qui avait justement réalisé le premier Sens du devoir, et également co-réalisé Robo, comment il s'appelle parce que nous, là, on connaît Robo Force, I Love Maria. Voilà, I Love Maria, Robo Force, qui est une production de soir qu'il a réalisé plus ou moins, notamment en sous-main. Les chorégraphies sont de Stephen Tong, qui a fait Better Tomorrow et surtout The Blade de Treyarch. Donc ça vous donne une idée du truc. Le scénario est signé par Song Kang-chung, qui est l'un des collaborateurs fétiches de Stephen Chow, qui a notamment participé à King of Comedy, Shaolin Soccer, etc. Alors, on est vraiment dans une production complètement folle. Déjà, Michelle Yeoh est ultra charismatique. C'est vraiment un film qui est pensé à la fois dans une pure narration de serial, c'est-à-dire rebondissement sur rebondissement, avec notamment un très très beau scope, une photo vraiment très très belle à ce niveau-là. Et surtout, c'est les chorégraphies qui sont ultra spectaculaires et généreuses, avec justement Michelle Yeoh qui est ultra charismatique, qui fait même littéralement à un moment, lors d'un assaut de village nocturne, littéralement on pourrait presque dire le Pearly Brawl de Matrix Reloaded d'avant l'heure. C'est ultra généreux, enfin les chorégraphies c'est littéralement on pourrait presque dire que c'est du Minelli version Kung Fu. Richard Ng en plus il est super attachant, parce que d'habitude il a toujours un peu une sorte d'humour un peu graveleux, lui, qui fait son charme, mais ici ils ont essayé d'en faire un mec un peu classe, tu vois, même dans sa maladresse. Je dirais pas que c'est bébelle, mais il y a un côté un peu comme ça, quoi. Et c'est vraiment un film ultra spectaculaire. C'est un pinacle d'action, ce qui fait que par contre c'est en crescendo, et ce qui fait que passé les 2/3 du film, on est assez fatigué, quoi, parce qu'on est épuisé par rapport à l'énergie des scènes qui en fait sont relancées dans le dernier climax, dont je ne parlerai pas plus. Mais c'est vraiment on va dire, de tous les avatars de Indiana Jones qui sont sortis à cette époque, c'est clairement le haut du panier, loin s'en faut, quoi. Bah ouais, carrément. Ouais, non, c'est génial. Et puis, voilà, comme tu disais, c'est toujours un plaisir de voir Richard Ng, parce que n'oublions pas que c'est l'homme le plus drôle du monde. Ouais. Ouais. Et je rajouterais juste un truc, c'est que donc il y a tous l'imagerie années 30 des films d'aventure qu'on adore, mais en fait ce que je trouve génial, c'est qu'il y a vraiment une unité de groupe qui se crée au fur et à mesure du récit, qui va crescendo dans le climax, c'est-à-dire que ça devient passe d'une héroïne à un individu, on passe d'un individu au collectif en fait, et c'est plutôt bien géré au niveau c'est-à-dire que chaque personnage a son morceau de bravoure. Et pour en venir à Michelle Yeoh, elle est ultra charismatique, ultra attachante. Tu comprends qu'elle était déjà une star, mais que en voyant ce film-là, tu comprends que ça allait devenir une vraie star internationale, quoi. Ça allait finir au bout d'un moment, elle allait finir par tourner aux États-Unis, etc. Oui, mais de toute façon, c'est vrai que Michelle Yeoh, voilà, elle a un tel charisme, une telle aura, que c'est quand même la seule actrice qui a été mise à pied d'égalité avec Jackie Chan dans un film de Jackie Chan, finalement, dans Police Story 3.
Je dirais pas qu'elle lui vole la vedette, mais en tout cas, on la remarque autant que lui. Ouais. D'ailleurs, à ce qui paraît, j'avais cru comprendre que Jackie Chan était jaloux d'elle sur Police Story 3, parce qu'il avait justement l'impression qu'elle lui volait la vedette, en fait, alors que c'était lui à la base qui était venu la chercher. Ouais, c'est pas étonnant, hein, oui. Et d'ailleurs, à un tel point qu'ensuite, il y a eu un spin-off, Super Cop 2, qui était uniquement centré sur le personnage de Michel Yeo. Ouais. Alors avec une apparition de Jackie Chan, mais des plus anecdotiques. Hein. Il n'est pas déguisé en femme dans son apparition. Si, c'est ça. Si. C'est ça, oui. Ceci dit, un actionneur bien sympa. Bah, dans mes souvenirs, c'était cool, il faudrait que je le revoie, mais... Bah, nous allons rebondir sur un autre film avec Michel Yeo qui devrait sortir d'ici quelques semaines, il me semble, fin août en France. Et donc ce film, c'est un film qui a beaucoup fait parler de lui ces derniers mois parmi les amateurs de cinéma, étant donné qu'il s'agit du succès surprise de l'année aux États-Unis, qui est donc Everything Everywhere All at Once de Daniel Scheinert, j'ai peur d'écorcher son nom, et Daniel Kwan, qui est un duo de réalisateurs que l'on nomme aussi The Daniels. Et il s'agit d'un petit film qui a coûté, il me semble, 20 millions, aux alentours de 20 millions de dollars, donc à peu près 10 fois moins que le Marvel de base, et pourtant ça en donne 10 fois plus. Ça c'est incroyable, c'est un film, quand tu le vois, il y a beau avoir par moments un petit côté bricolé entre guillemets à la Gondry, ça a quand même vraiment de la gueule, et c'est surtout voilà, ultra généreux en idée de mise en scène, en SFX, en délire psychédélique, en action aussi. Après c'est un truc qui est à peu près irracontable, donc étant donné que je n'arriverai pas à le raconter, je vais filer la patate chaude à mon frangin et est-ce que tu peux essayer de pitcher ça? Si tu n'y arrives pas, c'est pas grave. Alors, on va essayer, ça va être compliqué, merci pour le cadeau. De rien. Donc, ça part au départ sur une mère de famille chinoise qui tient une laverie, si je ne me trompe pas, Ouais. et qui a des problèmes avec sa fille qui est lesbienne. Et sa fille voudrait en fait faire son coming out auprès du grand-père, qui est un vieil homme très traditionnaliste, voilà, la pure tradition chinoise, presque confucianiste. Alors pour l'instant, on dirait un scénario de film intimiste, sauf que rapidement ça dévie avec notre héroïne qui finalement finit par intégrer des univers parallèles où elle va devoir affronter un personnage surpuissant qui est en train d'absorber les autres univers en fait, et voilà, on va laisser l'identité de ce personnage en suspens pour ne pas trop en raconter, et donc c'est là que en fait tout se rencontre. D'un côté vraiment l'aspect totalement délirant du multiverse, hein. Là on en a pour notre argent, c'est pas le film de Sam Raimi dans cette idée de multiverse. Donc d'un côté ce multiverse va évidemment rencontrer de plein fouet les problèmes intimes de cette femme et de sa famille. Hein, et le film est fort parce qu'on n'a pas beaucoup vu de films aussi délirants cette année, de films aussi imaginatifs, de films aussi enthousiasmants, mais aussi de films aussi touchants. Oui. Le film est absolument désarmant dans son émotion. Michel Yeo est extraordinaire. D'abord, on l'a jamais vu jouer comme ça, avec son accent chinois très fort. Hein. Pour reprendre le titre d'une célèbre série américaine qui parle justement des sino-américains, c'est vraiment un accent chinois fresh off the boat. Hein. Vraiment l'accent chinois, la personne qui débarque du chinois qui vient d'arriver aux États-Unis. Elle est incroyable. Elle a jamais joué un personnage comme ça. Et le film est presque inracontable. Il faut le voir déjà. Il faut le voir pour y croire. C'est quand même un film qui arrive. Une des meilleures scènes du film est complètement dingue. C'est quand même deux cailloux qui parlent. Au-delà du délire, ça reste. Les chorégraphies martiales sont vraiment bonnes. Les combats sont vraiment travaillés. Et puis il y a quelque chose qui se passe. Pour moi, c'est le meilleur film de l'année avec RRR de Rajamouli pour l'instant. Hein. C'est vraiment une claque monumentale. Et ce qui est dingue, c'est qu'il m'a beaucoup fait penser à un autre film qui m'a beaucoup touché cette année, qui est donc Alerte Rouge de Domeshi, donc dessin animé Pixar avec une jeune fille qui se transforme en pandarou, donc dans le genre pitch totalement improbable, il se pose là aussi. Et les deux films, ils ont cette façon déjà de traiter de l'identité sino-américaine par le biais de la famille, tout en proposant quelque chose qu'on n'a jamais vu au cinéma, et tout en abordant des thématiques très actuelles. Ce sont des films qui parlent d'identité, qui parlent aussi de genre.
qui parle de genre, qui parle de sexualité, d'acceptation de soi, qui parle de culture, qui parle plein de thématiques extrêmement modernes. Netflix rêverait de proposer des séries et des films qui abordent ces thématiques de manière aussi sincère. Donc voilà, il y a quelque chose qui se passe. Ces deux films montrent qu'on peut avoir une réflexion intelligente sur ces thématiques. Et voilà, ça donne vraiment des films extrêmement touchants. Tout à fait. Et en plus, c'est vrai que tout le film a finalement un discours qui pourrait paraître un peu cucu sur la puissance de l'amour, tout ça et tout, mais en fait, c'est juste désarmant. Et j'aurais même tendance à dire que les Daniels arrivent à faire ce que Lana Wachowski n'a pas réussi à proposer sur Matrix Résurrection, hélas. C'est-à-dire que le dernier tiers de Matrix Résurrection, j'aurais tendance à penser qu'il part un peu dans la direction de ce que les Daniels racontent dans Everything Everywhere All at Once. Je sais que beaucoup de personnes ne seront pas d'accord avec moi et tout, mais surtout dans Matrix, il y a un côté un peu pièce rapportée, c'est pas très organique. Alors que là, je trouve que ça coule de source, à mon humble avis. Et puis, il y a aussi une question de mise en scène, et c'est vrai que la mise en scène, elle est complètement dingue chez les Daniels. C'est vraiment un film qui carbure à une idée à la seconde, à un tel point qu'on est obligé de penser à des films de par le côté hyperactif, voilà, bourré d'idées graphiques, d'inventivité tout le temps, et toujours au service du récit, mais aussi d'une expérience quasiment sensorielle, tant ça va vraiment loin. Je trouve que ça peut se rapprocher de ce qu'on peut ressentir devant des films comme Ozu de Nobuo Obayashi, ou Zou les gardes de la montagne magique, ou plus récemment Scott Pilgrim. Et d'ailleurs, si je voulais parler de Scott Pilgrim, c'est pas innocent, c'est que tout à l'heure, John disait que le film est très très actuel dans les thématiques qu'il aborde, dans sa façon de voir le monde, mais il est aussi très très actuel dans la façon de mettre en scène ces thématiques, de les représenter. C'est-à-dire, c'est vraiment un film qui est au fait de toutes les nouvelles formes d'expression visuelle qui peuvent venir justement d'internet, etc., et qui arrive vraiment à les utiliser de façon cinématographique. Et donc, il n'hésite pas à se servir dans plein de médias différents, dans plein de genres différents, afin de proposer quelque chose d'assez unique, un peu comme pouvait le faire Edgar Wright sur Scott Pilgrim. Et d'ailleurs, dans les deux cas, c'est vraiment deux films qui, à la base, pourraient être des comédies dramatiques introspectives qui sont vraiment le portrait d'un personnage en crise existentielle, mais où cette crise existentielle est figurée mais justement par des expérimentations visuelles et quelque chose de totalement délirant mais qui fait toujours sens. En cela, je trouve les films assez proches. J'aurais même tendance à dire que Everything Everywhere All at Once, c'est un peu le Scott Pilgrim de la nouvelle décennie. À la seule différence, c'est que maintenant, les gens ont l'air prêts pour ça. Alors que Scott Pilgrim a connu quand même un échec assez considérable, contrairement à Everything Everywhere All at Once, qui marche très bien. Et aussi, il y a quelque chose aussi qui m'a marqué dans ce film, qui est quelque chose que généralement j'avais tendance à voir dans le cinéma de Hong Kong des années genre 80-90, voire même dans certains films indiens, mais assez rarement dans le cinéma américain. C'est le fait de non pas jouer sur des ruptures de ton, mais sur des ruptures de registre. Ce qui est généralement quelque chose de... Enfin, on va dire, c'est interdit, quoi. C'est genre les scénaristes, ils disent non, mais faut pas faire ça, quoi. Et les Daniels le font avec une aisance, assez folle. C'est-à-dire que le film, il y a des moments où ça va être de la pure comédie dramatique, très, très sensible, vraiment très premier degré. Et puis d'un seul coup, ça va switcher à de la pure parodie, mais de la parodie telle qu'on pouvait en voir chez les Zaz, par exemple. Je pense par exemple à une parodie hilarante de 2001 de l'Odyssée de l'espace, ou à des parodies de Wong Kar-wai, ou encore à une parodie de Ratatouille que je ne dévoilerai pas car... Il est légendaire. Voilà, c'est ça qui est légendaire. Non, mais voilà, ce film, il est totalement rafraîchissant, totalement unique, avec aussi des séquences de combat, pareil, que j'ai pas envie de dévoiler parce que il y a notamment une séquence de combat au milieu du film. J'aurais qu'une seule chose à dire, vous n'êtes pas prêts. Enfin, je veux dire, mais vraiment, l'enjeu de la séquence de combat, c'est quelque chose de très très grave, de très très graveleux, mais qui est super bien amené dans le récit et qui m'a littéralement fait pleurer de rire. Mais voilà, j'en dis pas plus. Et puis aussi, on parle de Michel Yeoh qui est extraordinaire, mais il y a deux autres acteurs qui sont dingues dans le film. Déjà, Jamie Lee Curtis. Oui, en Terminator, là, au début, elle est géniale. On va dire. En fou
fonctionnaire Terminator. Exactement. Qui est complètement dingue. Et puis un acteur moi j'avais pas vu depuis très longtemps en fait, Kei Wai Kwan. Je ne sais pas comment on le prononce. En tout cas, c'était l'acteur qui jouait 2001 dans le chef-d'œuvre de Spielberg, Indiana Jones et le Temple maudit. Alors maintenant, il a une cinquantaine d'années. Voilà, le temps a passé. Et il a un rôle extrêmement beau, extrêmement touchant. Et c'est un plaisir dingue de le revoir, et puis surtout de le revoir dans un tel film et avec un tel rôle. Parce qu'il est vraiment, c'est un personnage central qui justement apporte toute cette humanité au film. Oui, non, c'est clair, c'est vraiment chouette. Et juste une petite anecdote pour terminer, c'est que, alors, j'ai lu quelque part, mais là aussi, faudrait peut-être que je vérifie ma source, donc on va dire ça au conditionnel, j'en suis pas persuadé à 100%, mais ça mérite quand même d'être mentionné, c'est que les Daniels ont écrit donc le scénario de ce film à la base pour Jackie Chan. C'est-à-dire que le personnage principal ne devait pas être une femme, mais devait être un homme. Jackie Chan, visiblement, a refusé le rôle, et donc ensuite, ils ont retouché pour que ce soit Michelle Yeoh donc, qui hérite du rôle. Ça me fait dire que Jackie Chan, ces dernières années, c'est vraiment une boussole qui indique le nord. Parce que franchement, quand on voit les derniers films de Jackie Chan, ils font tous de la peine, ils sont tous tristes. Franchement, ça aurait été chouette qu'il accepte ça. Mais bon. Après, c'est pas dommage parce que Michelle Yeoh est incroyable dans ce film. Elle y obtient un de ses plus beaux rôles et le film, il est nickel en l'état, quoi. Je veux dire. Voilà. On n'a pas plus à rajouter. Si, quand il sort, foncez le voir. Après cette recommandation débordante d'enthousiasme concernant Everything Everywhere All at Once, l'émission touche à sa fin. Nous vous souhaitons donc un agréable été malgré la canicule, un bon visionnage de films et sur ce, je dis donc à bientôt Johan et à bientôt John. À bientôt Aurélien et à bientôt John et puis profitez-en bien. Eh bien pareil, à bientôt tout le monde. Je peut-être de retour un jour. Alors je vais rentrer dans mon petit territoire d'Amérique du Sud, mais ça ne m'empêchera pas de continuer à parler, peut-être un jour intervenir. Ah ben tu reviens quand tu veux, franchement, avec plaisir. Avec plaisir. Et donc nous allons nous quitter avec un morceau nommé Dosti, qui est issu de la bande originale, donc d'un film qu'on a mentionné en début de podcast, qui est le Triple R de Rajamouli. Voilà, super morceau, profitez-en bien et à très bientôt les amis. अजगर और बाज की सागर झंझार की जल की अंगार से साहिल मझधार की बागी जल्लाद की दोस्ती किस ओर चली ये आंधी आएगी कैसी क्रांति संग्राम या संगम की लहरें आएगी
भाग